excusez-nous pour ce petit délai de démarrage voilà, qui est lié à la technologie. Donc, effectivement, M. Laplana, qui est le second conférencier avec le député Touraine, va se joindre à nous dans quelques instants. Ce que je vous propose, c'est de passer la parole à Jacques Le Thuillier, donc, qui préside aux destinées de la Mutualité française sur le territoire normand et qui est partenaire voilà, de pas mal d'événements de l'espace éthique, afin voilà, qu'il fasse les propos liminaires et je vous donnerai quelques compléments d'ordre logistique par la suite. Jacques, je vous donne la parole. Merci Grégoire. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, la Mutualité française en Normandie, dans le cadre du partenariat qu'elle a noué avec l'espace de réflexion éthique de Normandie, vous propose un nouveau webinaire. Faut-il légaliser l'euthanasie? Depuis les années 80, de nombreuses réponses législatives ont été apportées à la problématique de la fin de vie. Après la montée en puissance des soins palliatifs, le pouvoir décisionnel de la personne en fin de vie a été affirmé, puis les débats sur l'acharnement thérapeutique et la sédation sont plus récents. Pour la mutualité, respecter la volonté de la personne, prévenir la douleur, garantir la dignité et l'accompagnement avec humanité sont nécessaires. Ne serait-il pas nécessaire aussi de mettre au cœur des réflexions à venir le choix du patient sans opposer soins palliatifs et accompagnement actif à la fin de vie? Les questions sont posées, le débat dans notre société est toujours ouvert, des attentes sont formulées de ci, de là. Je remercie Grégoire Moutel et l'espace de réflexion éthique de Normandie pour l'organisation de ce webinaire et lui cède la parole. Merci Jacques. Alors, un petit point également complémentaire sur les missions des espaces éthiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous savez que les espaces éthiques ont été créés donc, dans le cadre des lois de bioéthique financées par l'argent du contribuable, avec l'idée de favoriser dans les territoires voilà, des débats de proximité, de l'information sur des questions souvent complexes, mais qui ont trait à la vie quotidienne des citoyens, et le sujet de ce soir en est important. Pour également contextualiser, vous savez que ce débat effectivement est récurrent dans la vie politique. On peut penser, je pense que Jean-Louis Touraine nous en dira un mot, qu'il va être un des piliers certainement aussi du débat dans le cadre de la prochaine présidentielle. Et dans ce cadre-là, le Comité national d'éthique avec lequel on travaille main dans la main, les espaces éthiques, pensons que voilà, dans les 6 mois qui viennent, ce sujet devra forcément être redébattu. Et dès lors qu'on part de débat, on part du principe qu'il est important voilà, que les citoyens soient informés, éventuellement, pour être très clair, que lorsqu'ils vont glisser un bulletin de vote dans l'urne, ils puissent se prononcer sur des sujets peut-être plus riches que certains qui envahissent les médias actuellement, et je pense que celui sur la fin de vie en fait partie. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on essaye, bon an, mal an, d'organiser des débats alors, contradictoires et constructifs, c'est-à-dire que nous récusons dans les espaces éthiques toute polémique stérile. On essaye toujours d'avoir des invités de qualité qui dialoguent entre eux, qui donnent des éclairages complémentaires. Et donc, le désaccord est possible voilà, dans le respect de tous. Et c'est pour ça que ce soir, je suis très heureux d'accueillir voilà, le député Jean-Louis Touraine, dont on sait que historiquement, il est porteur de ce sujet-là et de ce débat-là dans la société et dans le monde politique et parmi les élus et voilà, aux chambres, assemblées et sénats qui nous représentent. Et puis le docteur Jean-Marc Lapiana, qui est quelqu'un dont la réputation n'est pas à faire, puisqu'il porte haut et fort la qualité de la médecine palliative dans notre pays, avec un centre qui certainement ferait envier bien des régions, parce qu'on connaît la qualité du travail qui est réalisé à la maison à Gardanne. Et donc, autour de moi, j'ai parmi les panélistes des membres de l'espace éthique auquel il y a une personne que je veux particulièrement souligner, qui est Cyril Guillaumet, qui est en charge de la médecine palliative. Voilà, dans notre territoire normand, il y en a d'autres, mais il est porteur aussi au niveau universitaire de cette dynamique en tant que professeur dans notre université. Donc voilà, donc l'idée, c'est qu'on vous écoute tous les deux. On a pas mal de gens connectés, donc je leur dis que dans ces nouvelles formes de webinaire, l'idée, c'est que vous pouvez poser des questions, bien sûr, sur le fil de discussion, que de manière, alors j'essayerai la plus honnête possible, on prendra quelques questions, mais forcément, on ne pourra pas toutes les prendre, vous imaginez bien, puisqu'il y a déjà plus de 100 personnes connectées. Et en revanche, je dois vous faire l'annonce de la façon dont on a choisi de travailler. Je remercie vraiment la Mutualité française pour son soutien. L'idée, c'est qu'on démarrera, à la suite de cette conférence qui se veut un peu inaugurale pour planter le décor, des ateliers territoriaux. Donc, il y aura 4 dates pour les ateliers territoriaux qui sont 18 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 17 janvier de 17 h à 19 h 30. Vous recevrez de la communication si vous êtes inscrit par le biais de notre coordination,
Et ces ateliers ils auront lieu dans 4 sites simultanément en Normandie, Caen, Rouen et Dieppe. Et à l'issue de ce qu'on pourrait appeler, voilà, peut-être une forme de consultation citoyenne, parce que vous savez que c'est compliqué d'organiser vraiment la consultation citoyenne dans les règles, au moins d'un recensement des questions des citoyens, on vous proposera une grande conférence de restitution en février au Havre, pour laquelle la date n'est pas encore arrêtée, on vous en tiendra informé. Voilà, donc l'idée de la conférence de ce soir, c'est qu'elle lance un peu ce processus, une expérience auquel moi je suis assez attaché, de réellement partager avec les citoyens nos interrogations et nos questionnements. Alors, à tout bien, tout honneur, parce que je suis un républicain convaincu, et j'espère que le docteur Laplanade ne m'en voudra pas, je propose de quand même confier la parole en premier à Jean-Louis Touraine, donc, qui est député de la 3e circonscription du Rhône, si je ne me trompe pas de mémoire, et qui, comme je l'ai dit, est un défenseur de ce domaine-là, de l'évolution de la société sur ces questions-là. Il ne fait pas toujours un accord unanime, mais en tout cas, pour le connaître, je pense que c'est un homme authentique, responsable et respectueux du débat public. Donc, je lui souhaite la parole. Et puis, docteur Laplanade, vous aurez la suite, et puis on prendra quelques questions au décours. Monsieur le député, je vous cède la parole. Merci très vivement. Vous m'entendez bien? Tout à fait. Bon. Alors, oui, comme vous l'indiquez, moi, je suis tout à fait attaché au respect complet des opinions diverses. C'est normal que sur des questions de nature éthique, il puisse y avoir, selon les opinions de chacun, les philosophies, les croyances, une diversité d'opinions. Et justement, ce que nous souhaitons introduire dans la législation française, c'est le respect des différentes variétés d'opinions. C'est-à-dire que rien ne soit imposé à quiconque, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et on va voir que pour l'instant, en France, malheureusement, sont imposés autant des refus de soutien en fin de vie pour une aide active à mourir, qu'à l'inverse, est imposé des raccourcissements de survie chez des malades qui, eux, auraient voulu attendre la fin naturelle. On voit bien que là, il y a quelque chose qu'il nous faut corriger. Et moi, je pense que les deux doivent être respectés. Celui qui veut attendre la fin naturelle, comme celui qui veut être dispensé d'une agonie qu'il perçoit comme trop insupportable. D'ailleurs, étant médecin moi-même, j'ai passé toute ma vie professionnelle à faire reculer les limites des guérisons possibles en m'occupant de malades, adultes ou enfants, voire nouveau-nés, qui avaient des maladies qui, hier encore, étaient jugées incurables et qui donc décédaient de ces maladies. Et j'ai pu contribuer à développer des traitements qui permettent à ces personnes de guérir. Et donc, vous imaginez que il y a dans mon esprit strictement aucune antinomie entre le combat pour la vie et puis le combat pour la dispense d'agonie pour ceux qui ne veulent pas la subir. Je dirais même d'ailleurs en général, ceux qui sont les plus ardents défenseurs de l'accès à l'aide active à mourir sont les gens qui sont les plus, on ne va pas dire bons vivants, mais en tout cas plus attachés à la vie, qui aiment vivre. Anne Baer le disait très bien, cette écrivaine qui est partie en Belgique pour avoir une aide active à mourir, alors qu'elle avait une maladie de Charcot, elle dit bien, mais moi, je ne demande pas à ce qu'on me donne la mort. Je veux vivre. Moi, j'aime la vie. Je veux absolument que quiconque me donne la possibilité d'un traitement, je le fais tout de suite. Malheureusement, il n'y a aucun traitement pour cette maladie de Charcot. La mort est inéluctable. Et donc, il n'y a que deux options pour moi, la mort douce ou la mort avec une agonie très pénible. Je préfère la première solution, c'est tout ce que je demande, et donc je demande un geste d'amour, de compassion, d'écoute de ma situation. Donc on voit bien qu'il n'y a pas du tout d'antinomie entre le combat pour repousser autant que possible les limites de la vie, mais en même temps, refuser les acharnements thérapeutiques excessifs et en même temps écouter les malades qui veulent être aidés lorsque l'agonie survient. D'ailleurs, ce n'est pas une question essentiellement médicale, c'est une question de droit des malades. Les malades, quand ils sont en fin de vie, expriment un point de vue. Il n'est pas raisonnable de refuser d'entendre leur point de vue. J'entends bien qu'il faut s'assurer que leur demande correspond à ce que la loi de demain définira. Par exemple, nous souhaitons réserver cela au sujet adulte, au sujet conscient, capable
de prendre une décision, etc. Bon. Donc, on s'assure tout cela. Bien sûr, ce sont des sujets qui sont tout à fait en fin de vie et dans ce qu'on appelle l'impasse thérapeutique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune solution et ils vont mourir à court terme. Donc, dans ces cas-là, on peut entendre leur demande. Évidemment, c'est très différent de celui à qui, par exemple, on annoncerait un cancer et qui serait un peu déprimé et qui dirait « je ne veux pas subir les traitements que vous me proposez, je préfère mourir ». Non, là, nous ne sommes pas d'accord pour appliquer ces mesures parce que près de 60% des cancers aujourd'hui sont curables et que ce ne serait pas censé de ne pas courir ses chances de guérison. C'est une situation très différente du cancéreux en fin de vie avec des métastases partout et dont on sait que ses forces l'ont déjà abandonné et que la vie est déjà presque partie, qu'il est en survie douloureuse et pénible et qu'il demande à y mettre fin. Pourquoi est-ce que vous m'entendez parler de aide active à mourir plutôt que euthanasie ou suicide assisté? En fait, il y a des connotations appropriées à chaque mot. Euthanasie est un mot juste. Étymologiquement, c'est la mort douce. Et c'est le mot qu'utilisent nos voisins belges. Par contre, en France, le mot euthanasie est utilisé indifféremment pour ceux qui souhaitent partir et pour ceux à qui la fin de vie est imposée contre leur gré. Bien sûr, c'était ce que réalisaient les nazis pendant la dernière guerre mondiale, dans la Shoah. C'est évidemment contre le gré des personnes, des victimes. C'est aussi ce qui se fait aujourd'hui, dans 2000 à 4000 cas par an, où des euthanasies clandestines sont effectuées dans les hôpitaux français, à l'insu, dans 2/3 des cas, des malades. Et donc, l'équipe soignante considère que la vie de cette personne n'a plus de sens, et donc, sans toujours donc lui demander son avis, et ils mettent un terme à la vie de ce patient, ce qui est choquant, parce que certaines de ces personnes auraient préféré attendre, avec simplement quelques sédatifs, la fin naturelle. C'est bien entendu très difficile d'avoir des précisions sur cela, puisqu'il n'y a aucune transparence s'agissant de pratiques qui sont totalement illégales et dont les auteurs seraient poursuivis dans les cours de justice et devant le Conseil de l'ordre. Pour cette situation actuelle, vous comprenez bien que l'aide active à mourir, elle, correspond exactement à ce que nous indiquons, c'est-à-dire c'est un malade qui demande, on lui suggère de le demander de façon itérative, on lui fournit toutes les informations pour qu'il connaisse toutes les alternatives, et s'il persévère dans sa demande, alors il peut avoir une aide active à mourir. C'est donc bien de cela dont il s'agit. Le suicide assisté, c'est encore autre chose. Ça se pratique par exemple assez volontiers en Suisse, pour des raisons de législation appartenant à ce pays. En réalité, c'est un peu comme l'aide active à mourir, dans le sens où c'est une équipe médicale et soignante qui prépare la perfusion, qui branche la perfusion dans une veine du malade. Mais simplement, la différence, quand c'est une aide active à mourir, c'est le médecin qui ouvre la perfusion, qui va entraîner l'endormissement du patient, puis son arrêt cardiaque, alors que dans le suicide assisté, c'est la personne elle-même qui fait l'ouverture de la perfusion. Et c'est simplement cette chose qui est cette nuance entre les deux. On pourra revenir dessus si vous voulez des précisions, mais laissez-moi aller plus vite aux choses importantes pour indiquer que nous sommes actuellement avec une loi qui a un peu amélioré les choses en 2016, mais s'est arrêtée au milieu du gué. Comme l'indique un grand éthicien, Monsieur Emmanuel Hirsch, à cette époque-là, ceux qui ont rédigé la loi ont souhaité faire une loi de compromis entre ceux qui veulent et qui ne veulent pas. Et malheureusement, ce qu'ils ont fait, c'est une loi de compromission, et je vais vous expliquer pourquoi. En effet, cette loi ne satisfait ni les partisans ni les adversaires de l'aide active à mourir. De quoi s'agit-il? C'est une personne qui est en fin de vie,
qui demande une aide active à mourir. Les médecins lui répondent, nous ne pouvons pas en France, c'est interdit. Donc, ce que nous allons faire, c'est vous endormir jusqu'à votre mort. Sauf que cet endormissement, premièrement, n'enlève pas toute perception au malade, et donc une certaine variété de souffrances peut perdurer sans qu'on en connaisse exactement les modalités, ni le niveau. Mais surtout, ça ne correspond pas à ce que souhaitent les malades. Les malades, comme l'a dit le docteur Corinne Van Oost, qui a écrit un livre Médecin catholique, pourquoi je pratique l'euthanasie, et où elle explique qu'elle a un double engagement en tant que médecin et en tant que croyante, et ces deux engagements l'amènent à conclure qu'elle doit écouter et entendre le malade et réaliser ce que celui-ci souhaite. Donc, elle dit très bien dans son livre, les malades qui s'adressent à elle ne lui demandent pas cet endormissement prolongé. Ils veulent soit attendre la fin naturelle, soit avoir une aide active à mourir assez immédiate, en tout cas rapide, parce qu'être endormi pendant des jours ou des semaines, c'est être privé de tout contact avec ses proches. Et on sait très bien qu'à ce moment-là, on va avoir une sorte de déliquescence de son corps qui va s'opérer à son insu. Et en fait, on va en définitive dépérir avant que de mourir vraiment. Et puis, à un certain moment, où on sera probablement tout seul, puisque les gens ne sont pas 24 heures sur 24 autour du lit de cette personne pendant des semaines, à un certain moment, le cœur va s'arrêter et puis voilà, on dira il est mort, il est délivré de ses souffrances. Mais c'est quelque chose qui n'est pas de la demande des personnes, ce n'est pas non plus la demande des soignants. Et actuellement, il se fait moins de sédation profonde et continue jusqu'au décès qu'il ne s'en faisait avant la loi Claes-Leonetti. Donc la loi n'a pas réussi à convaincre des gens de faire cette pratique parce que elle est assez pénible. En vérité, quand les choses ne se passent pas assez rapidement, hein, dans beaucoup de cas, l'arrêt cardiaque survient peu après l'endormissement, surtout que les doses de sédatifs données sont assez fortes et peuvent précipiter le décès. Mais il y a toute une fraction des cas, quand ce sont des sujets qui ont un cœur en bon état de santé, qui sont assez solides, où la mort ne survient pas. Donc la loi a prévu dans ces cas-là d'arrêter l'hydratation du malade. Et en fait, le malade va mourir, pas de soif, puisqu'il ne sentira pas la soif, mais de cette déshydratation qui, en l'espace de 2 à 3 semaines, provoque une insuffisance rénale aiguë, laquelle pourrait être traitée, mais puisqu'on veut que cette personne décède, on ne va pas traiter, et on attend que la personne meure de l'empoisonnement par tous les produits toxiques que normalement nos reins excrètent, mais qui en l'occurrence ne sont plus excrétés puisque les reins sont devenus totalement défaillants et ne fabriquent plus d'urine. Nous avons donc une situation qui est assez terrible parce que les malades ont un état qui se dégrade considérablement et autant pour eux que pour leur famille, que pour les soignants qui sont autour, cette situation, quand elle a été vécue une fois, ne veut plus être vécue une deuxième fois. Donc on voit bien qu'il y a dans la loi française beaucoup de choses positives. Vous l'avez déjà cité, ça a été déjà l'abrogation de l'acharnement thérapeutique, hein, encore appelé, je ne trouve plus le mot, bon, peu importe. L'obstination déraisonnable. L'obstination déraisonnable, voilà. Cette obstination déraisonnable, maintenant, est interdite. Elle est malheureusement un peu pratiquée, hein, puisque la moitié des cancéreux qui sont sous chimiothérapie reçoivent encore une chimiothérapie dans leur dernière semaine de vie. Mais, donc, c'est bien une obstination déraisonnable. Mais malgré tout, elle se fait beaucoup moins qu'avant. L'incitation à la rédaction de directives anticipées, c'est aussi une bonne chose de la loi, même s'il n'y a que 13% des Français qui l'ont fait, mais c'est une bonne incitation. Il y a plusieurs mesures pour les gens qui souhaitent une sédation profonde et continue, la possibilité leur est donnée, mais il reste une lacune importante qui correspond à peu près à 3% des morts. Ce sont des gens qui ne sont pas satisfaits par les offres qui existent et qui demandent instamment, répétitivement, qu'on leur accorde cette aide active à mourir. Ceux d'entre vous qui ont vu le film récent de François Ozon
comprendront ce que je veux dire avec le père, qui est joué par André Dussolier, qui réclame avec virulence à sa fille, jouée par Sophie Marceau, qu'elle se débrouille pour lui trouver une solution pour mettre un terme à sa vie en Suisse, puisque ce n'est pas possible en France, en organisant le voyage en ambulance, en organisant les choses dans l'établissement suisse qui le fait, etc. Et évidemment, c'est extrêmement désagréable pour une fille de devoir s'occuper et d'organiser la mort de son père. Vous comprenez bien ça. C'est quelque chose, autant on peut imaginer que des soignants qui sont d'accord puissent le réaliser, autant de demander à la fille elle-même de faire tous les préparatifs et toute l'organisation, c'est quelque chose qui est assez cruel. Mais ce film montre justement tous les problèmes qu'il y a en France et toutes les difficultés qui sont introduites par le fait que c'est interdit en France. Je voudrais d'ailleurs ajouter un point. Il y a beaucoup de Français qui vont en Suisse, en Belgique ou dans d'autres pays, puisque petit à petit, tous les pays qui nous entourent ont légiféré positivement en ce domaine. Mais il n'y a aucun ressortissant de ces pays qui viennent en France pour finir sa vie. Parce que tous savent une chose, c'est que c'est en France qu'on meurt le plus mal. Le mal mourir français est quelque chose qui est reconnu par tous. Que les gens soient partisans ou adversaires de l'aide active à mourir, tous disent il y a un mal mourir en France. Ce mal mourir, c'est parce que les gens qui veulent accéder à l'aide active à mourir n'y ont pas droit. C'est aussi parce que les soins palliatifs, qui sont de très grande qualité en France, mais ne sont accessibles qu'à 30% des malades qui devraient y avoir droit, bien qu'on ait déjà développé 4 plans successifs de soins palliatifs, on n'est toujours qu'à 30%. Il y a une insuffisance de nombre de médecins et d'infirmières qui se consacrent à cela. Il y a une formation qui est extrêmement insuffisante dans les facultés de médecine ou les écoles d'infirmières. Et il y a aussi une recherche sur ces sujets qui, en France, est à peu près nulle, à la différence des pays anglo-saxons. Donc, on le voit, beaucoup de choses à combler. Et les lacunes que je viens de vous citer doivent toutes être comblées. Il faut qu'il y ait l'accès aux soins palliatifs pour tous, dans toutes les régions. Il faut qu'il y ait, vous avez une région favorisée, de même que l'Île-de-France, mais il y a des régions où il n'y a pas un seul centre de soins palliatifs et même pas d'équipe mobile de soins palliatifs. Je parle de certains départements plutôt que de régions. Et dans ces départements-là, eh bien, les gens sont obligés de mourir à petit feu chez eux sans être accompagnés d'une façon convenable. On a, dans les sondages d'opinion actuels, un pourcentage de Français qui sont entre 90 et 96% à solliciter cette liberté de choix pour sa fin de vie. Et parmi les députés, vous allez le voir, je vais vous le dire, il y en a également plus de 83% qui ont voté favorablement à cela. Nous sommes en définitive exactement dans une situation comparable à ce qu'était la France d'avant 1975 pour l'IVG. Jusqu'à la loi de Simone Veil, les femmes qui ne voulaient pas prolonger leur grossesse étaient obligées d'aller en Angleterre, en Suisse, enfin dans d'autres pays. Celles qui n'étaient pas assez fortunées pour se payer ces soins à l'étranger, eh bien, elles allaient voir des faiseuses d'anges qui, avec des aiguilles à tricoter et d'autres choses horribles, faisaient des avortements. Et moi, j'ai vu des douzaines et des douzaines de jeunes femmes qui sont mortes des perforations utérines, des septicémies à perfringens et des autres complications de ces avortements clandestins. Et c'était quelque chose d'assez terrible. Donc, il était devenu évident que dans la mesure où cette pratique était devenue très largement répandue, quelques centaines de milliers de cas annuels, il était évident qu'il fallait légiférer, l'encadrer, donner des limites, mais le réaliser dans les hôpitaux publics avec une clause de conscience pour ceux qui ne veulent pas s'y consacrer eux-mêmes, mais alors la nécessité pour eux de transmettre la malade à un de leurs confrères qui est d'accord pour entendre cette demande. Et bien là, c'est exactement la même chose. Ces malades en fin de vie, pour l'instant, ne sont pas pris en charge suffisamment pour ceux qui réclament une aide active à mourir. Pour les autres, tout va bien, mais pour ceux qui réclament ça, ils ne sont pas pris en charge. Donc, ils vont à l'étranger. Et sinon, ils cherchent en France quelqu'un qui est susceptible de braver la loi et de se mettre en danger. Et ce n'est pas facile pour eux de le trouver. Et donc,
eh bien, ils ont des morts pénibles dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Et donc, il est important de corriger cela. C'est la raison pour laquelle nous avons, depuis le début de ce mandat déjà, déposé 5 propositions de loi à l'Assemblée nationale. 2 d'entre elles, c'est moi qui les avais rédigées, l'une en 2017 et l'autre en janvier dernier, en apportant des éléments, en particulier tous ceux relatifs à l'affaire Vincent Lambert, que vous connaissez bien, et d'autres circonstances qui permettaient d'envisager un peu tous les cas de figure. Il y avait d'autres groupes qui avaient aussi donc formulé les 3 autres propositions de loi. Le total de ces propositions a été fusionné sous l'égide du député Olivier Falorni lors de l'examen de cette proposition de loi en commission des affaires sociales le 31 mars de cette année. Pendant plus de 9 heures de débat ont été introduits des amendements qui permettaient de peaufiner ce texte et la loi a été votée en commission à une large majorité. Ensuite, elle est arrivée en séance publique de l'Assemblée nationale, là où la loi complète peut être votée, et l'article 1er a été voté par 83,5% des députés de tous bords. Donc, vous voyez une très large majorité qui a voté l'aide active à mourir pour les malades qui en font la demande et qui sont en fin de vie, qui a voté aussi la clause de conscience pour les médecins qui ne veulent pas réaliser cela, mais qui doivent alors confier leurs malades sans délai à un de leurs confrères. Et au bout du compte, cette loi, maintenant, a cheminé pour toutes les parties importantes qui sont nécessaires pour légiférer. Il reste qu'on n'a pas pu, dans le temps imparti, analyser les derniers articles de la loi qui doivent, par exemple, définir que la mort est réputée naturelle, hein, donc que personne ne donne la mort dans ces cas-là, que c'est la maladie qui emporte le malade et non pas les actes médicaux, ni le désir du malade, que c'est quelque chose ça a des conséquences naturellement sur les successions et donc c'est important. Il y a aussi tout un tas d'autres petits points accessoires qui sont à voter. Malheureusement, nous avons fait face le 8 avril à une obstruction de 4 à 5 députés qui ont déposé des milliers et des milliers d'amendements pour empêcher qu'on puisse aller jusqu'au bout de l'analyse de la loi. Et donc, nous allons maintenant réinscrire les articles qui manquent dans une des prochaines niches parlementaires, c'est-à-dire les quelques jours où les lois qui sont discutées puis votées le sont à l'initiative des parlementaires. Parce que vous le savez peut-être, la plupart des lois sont initiées ou choisies par le gouvernement. Et donc, évidemment, ce n'est pas nous qui pouvons décider de cela. Et nous avons donc nous avons demandé bien sûr au gouvernement de bien vouloir l'inscrire dans le temps gouvernemental. Nous n'avons pas eu de réponse, bien que nous ayons envoyé au Premier ministre au début mai une lettre que j'ai signée et fait co-signer par 300 de mes collègues. Et nous avons depuis, bien sûr, envoyé plusieurs courriers, plusieurs appels au Premier ministre en disant que depuis le mois de mai, nous estimions pouvoir recevoir un courrier de réponse à notre demande. Donc nous sommes dans cette situation où, de toute façon, qu'il y ait ou non réponse du Premier ministre, la loi va compléter son cheminement. Par contre, tous ces retards, ces difficultés, ces inerties, ces tracasseries font que la loi n'aura pas le temps de faire ce qu'on appelle la navette parlementaire. C'est-à-dire qu'une loi qui n'est pas perçue par le gouvernement comme urgente va une fois à l'Assemblée nationale, puis une fois au Sénat, puis elle revient à l'Assemblée nationale, puis elle retourne au Sénat, puis une troisième fois à l'Assemblée nationale, une troisième fois au Sénat. Et si les avis des sénateurs et des députés ne sont pas parfaitement conformes, elle revient une dernière fois à l'Assemblée nationale qui, elle, a le dernier mot. Donc, vous le voyez, dans la mesure où la majorité des députés est pour, elle devrait passer. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps, dans les quelques mois devant nous, de faire cette navette qui prend en moyenne 2 à 3 ans. Vous l'avez vu pour la loi de bioéthique,
qui a mis presque 3 ans pour être votée parce qu'elle a subi toutes ces navettes parlementaires. Donc je crois qu'on peut être en même temps optimiste puisqu'il y a une volonté forte, non seulement de la très grande majorité des Français, mais aussi de la grande majorité des députés. Par contre, on ne peut pas être aussi optimiste qu'on l'espérait à très court terme. Comme vous l'avez dit, donc, ça sera l'objet d'un débat pendant la campagne présidentielle et nous pensons que tous les candidats seront obligés de se prononcer et non pas de se prononcer avec un engagement incertain, mais avec un engagement précis et, si possible, à court terme pour un début de mandat. Ce genre de loi ne peut pas être l'objet de procrastination parce qu'on voit très bien comme un certain nombre de choses ne peuvent pas, en fin de mandat, tenir dans le calendrier qui est trop serré et qui sont donc toujours repoussées de mandat en mandat. Il y a comme ça des questions qui ont été discutées pendant les 3 mandats derniers et qui, chaque fois, étant abordées en fin de mandat, ne sont jamais l'objet de la loi appropriée. Donc ici, puisqu'il est estimé très généralement par la quasi-totalité des Français que ça doit être voté prochainement, il faut que ça soit un engagement d'aller jusqu'au bout. Quels sont les adversaires de cela? Bon, ils sont moins de 10%, mais ils existent. Ce ne sont pas les catholiques, les fidèles catholiques. 72% des catholiques qui vont à la messe tous les dimanches, d'après le journal La Croix qui les a interrogés, sont favorables à cette liberté de choix. Par contre, la hiérarchie catholique, elle, les archevêques, n'y sont pas favorables. Donc, eux, ils font pression, au-delà de ce qu'ils représentent, mais ils font pression pour dissuader le gouvernement de pouvoir légiférer en ce sens. Deuxième obstacle, parfois, une partie des médecins. Certains médecins sont acquis en disant « ça fait partie de mon devoir que d'entendre des malades en souffrance et de les accompagner jusqu'au bout ». D'autres médecins considèrent qu'ils ne veulent s'occuper que de faire vivre les malades et que ce n'est pas dans leur mission que de s'occuper de la fin des malades en souffrance et en agonie pénible. Et donc, il y a un certain partage, même si, là encore, la majorité des médecins y est favorable, ainsi que l'a montré le sondage réalisé par le Conseil de l'Ordre des médecins. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de raison objective et à l'instar de ce que les autres pays ont fait, la France parviendra enfin à légiférer positivement là-dessus. Je vous rappelle que le sénateur Henri Caillavet a déjà déposé une première loi sur cette aide active à mourir il y a plus de 35 ans et que donc il est légitime au bout de 35 ans de débat que ceci enfin soit accordé et que ça permette à chacun de pouvoir opter pour la solution qui lui convient. Mon dernier point, puis après d'autres compléteront les éléments pour le débat. Mon dernier point, c'est pour dire que le fait que cela existe apporte un soulagement non seulement à ceux qui n'en peuvent plus de leur agonie ou de leur perspective d'une agonie terrible. Je pense par exemple à la maladie de Charcot, dont on sait bien quand arrivent les paralysies des muscles digestifs et des muscles respiratoires, que la durée de vie est devenue très, très obérée et que cela devient très pénible que d'avoir cette respiration artificielle. Et donc, la question se pose à ce moment-là, d'autant plus que les malades gardent une lucidité complète. Et parmi les malades avec Maïs-Charcot, beaucoup sont ceux qui disent « ça n'a plus aucun sens, puisque de toute façon, je vais mourir, autant que je meurs sans toutes ces souffrances qui me sont imposées et qui sont très pénibles pour moi comme pour tout mon entourage. » Donc, on voit bien que pour ces malades, c'est un soulagement, une délivrance, comme on dit parfois. Mais c'est aussi pour ceux qui ne recourent pas à l'aide active à mourir une délivrance. Je vous donne l'exemple du Canada, où ils ont fait toute une étude sur les gens qui réclamaient de pouvoir disposer d'un produit qui provoque un effet létal. Eh bien, en étant en fin de vie, parmi tous ces malades, la moitié d'entre eux n'ont pas pris le produit. Ils l'ont laissé dans la table de chevet. Mais s'ils ne l'ont pas pris, c'est parce qu'ils se disaient, bon, la douleur n'est pas trop intolérable, je peux attendre encore un jour ou deux, puis je verrai après. Bon.
Et en fait, la mort survenait de façon inopinée pendant ce temps-là, et donc il n'avait pas eu le temps de prendre le produit. L'autre moitié a pris le produit et est décédée en conséquence de ce médicament. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tous, autant ceux qui n'ont pas pris le traitement que ceux qui l'ont pris, avant la période absolument terminale, quand ils ont été interrogés par les psychologues de l'équipe soignante, ils ont tous dit être très rassérénés. Le seul fait d'avoir une solution pour le cas où les choses tournent mal, ça leur donne un confort, une tranquillité d'esprit. Et pour que je sois bien compris, je voudrais juste faire la similitude avec les douleurs très violentes. Parmi vous, sûrement, quelques-uns ont eu malheureusement à éprouver des fortes douleurs, coliques néphrétiques, douleurs post-opératoires, que sais-je, des douleurs fortes. Mais quand on a des douleurs fortes comme ça, si on est à l'hôpital, le médecin ou l'infirmière va vous donner des antalgiques puissants. Et vous allez soit en prendre tout de suite, si vraiment c'est trop fort, soit sinon, vous les mettez dans votre table de chevet et vous dites, bon, si la douleur augmente encore, je prendrai mes produits. Eh bien, dans beaucoup de cas, les produits ne sont pas… Parce que le seul fait de savoir qu'il y a une solution rassure, et on éprouve une douleur qui est moins violente à ce moment-là, et on se dit, si ça ne va pas, je pourrais prendre mon produit antalgique, mais tant que je supporte, ben, je ne suis pas forcément obligé de prendre ces médicaments très forts. Et donc, vous le voyez, la même chose se passe pour ces patients en fin de vie qui, à partir du moment où ils savent qu'ils ont une solution qui ne leur est pas interdite, dont ils ne sont pas privés, dans la mesure où on respecte leur volonté, leurs droits en définitive, eh bien, ces gens se sentent rassurés et se disent, bon, ben, on verra comment les choses tournent. Si c'est supportable, j'attends la fin naturelle. Si c'est insupportable, eh bien, j'aurai recours aux produits létaux. Voilà, je m'arrête. On pourrait parler encore longuement des directives anticipées, de beaucoup d'autres choses, mais d'autres que moi, peut-être, y feront allusion. Merci, monsieur le député. Alors, tout à l'heure, j'évoquais le parcours du docteur Laplana. Je n'ai pas tout raconté dans son histoire de vie, mais l'avantage d'Internet, Jean-Marc, c'est qu'on retrouve les histoires de vie de gens et leurs investissements initiaux, en particulier depuis les années VIH. Vous êtes vraiment investi dans l'accompagnement des patients dans les périodes les plus difficiles. Je citais la belle expérience de la maison de Gardanne, mais il faut aussi rappeler que vous êtes un élu de territoire, investi dans la commune de Gardanne, aussi proche des attentes citoyennes que l'est le député Turenne. Mais cependant, on peut dire que dans le débat, vous avez un avis plus que nuancé sur les propositions de M. Turenne. Et il fut un temps, vous s'exprimez dans la Marseillaise, je crois avoir trouvé un de vos articles où vous évoquiez le fait que vous disiez il ne faut pas qu'on aille jusqu'à légaliser l'euthanasie. Voilà. Alors, c'était, je crois, en 2014, donc peut-être que depuis, les choses ont évolué. Mais en tout cas, il est intéressant, je pense, pour le grand public, comme on l'a dit, d'entendre les différents avis, les différentes approches, puisque le sujet est complexe. Jean-Louis, si je puis me permettre, est-ce que vous pouvez éventuellement allumer un peu de lumière dans la pièce où vous êtes, car vous qui êtes un homme éclairé, on vous voit dans l'ombre et ça me déplairait de dire que vous êtes un homme de l'ombre. Voilà. Donc, Jean-Marc, je vous cède la parole pour un temps à peu près équivalent, il y a à peu près une bonne demi-heure pour exposer vos points de vue, puis on échangera à la suite. Oui, voilà, vous dites à peu près combien de temps, mais oui, même moins d'une demi-heure si les gens veulent s'exprimer. Alors, effectivement, quand vous évoquez mon parcours, je crois que je vais le reprendre un petit peu quand même, parce que si je fais du soin palliatif aujourd'hui, ce n'était pas du tout ce à quoi j'étais prédestiné quand j'étais médecin généraliste à Aix-en-Provence. Quand l'épidémie du sida est arrivée, j'ai été confronté à la fin de vie de façon extrêmement violente, parce que j'avais d'abord beaucoup de médecins refusaient de prendre en charge les malades atteints de sida, donc beaucoup venaient chez moi à une époque où il n'y avait pas de traitement, à une époque où des gens se suicidaient parce qu'ils ne voulaient pas qu'on sache comment ils avaient attrapé ce virus. Donc, on a vécu une période extrêmement violente et c'est justement en voyant à quel point la fin de vie était très mal gérée dans les hôpitaux qu'on s'est dit qu'il fallait créer un lieu qui s'appellerait la maison, dans lequel on essaierait de travailler comme à domicile et en tenant compte en priorité et avant tout de la parole du patient, puisque nos patients atteints du VIH
sont toujours des gens qui s'expriment, qui se sont mobilisés associativement, à travers des associations comme Aide, Act Up, mais aussi par des groupes régionaux pour avoir accès à leurs droits et pouvoir être soignés, accéder en tout cas au traitement. Donc, quand on a créé la maison, et avant de créer la maison, moi j'ai des patients qui me disaient si à un moment ou un autre j'arrive au bout, est-ce que vous accepteriez de m'aider? Je ne sais pas pourquoi j'aurais refusé à ce moment-là. J'étais jeune médecin et je pouvais comprendre que ça pouvait être légitime. Et je rejoins ce que disait M. Touraine tout à l'heure. J'avais même un patient qui voulait avoir les médicaments chez lui parce que ça le rassurait. Mais moi, j'avais posé une condition. S'il avait les médicaments chez lui, le moment venu, il fallait qu'il m'appelle et que je sois présent, qu'on en rediscute. Parce que, vous voyez, dans tout ce qui a été dit tout à l'heure, sur la première partie, je vous ai suivi complètement. Sur la deuxième partie, j'ai ressenti un décalage très important parce que vous avez cité deux catégories de médecins et moi, je me situe dans une troisième catégorie que vous n'avez pas citée. C'est un médecin qui a essayé de suivre des patients. La maison de Gardanne, c'est à peu près plus de 10 000 personnes qui ont été accueillies et qui ont fini leur vie chez nous. Donc, c'est quand même une certaine expérience qui compte. Et aujourd'hui, si je ne suis pas d'accord avec ce que vous proposez, en tout cas, la manière que vous allez le proposer, c'est ni sur le plan religieux, ni sur le plan d'une éthique à laquelle je me rattacherai d'une manière ou d'une autre, mais c'est l'histoire d'une expérience. Les personnes qui sont arrivées à la maison de Gardanne en demandant une euthanasie ou une assistance au suicide, peu importe, c'est le résultat qui va compter, eh bien, il y en a eu beaucoup. Et on n'a pas adhéré. On n'a pas adhéré parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été évoqué, c'est la notion d'ambivalence dans laquelle vivent les gens. Ce n'est pas vrai que la majorité des gens arrivent et disent on veut ça, on veut que ça se passe comme ça, on va leur poser la question à 2 jours, 4 jours, 6 jours et 8 jours, et on va bien voir s'ils ne changent pas d'avis. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'on ne peut pas isoler la personne non plus de son milieu familial, et ce qui se passe justement entre la personne et son milieu familial, donc je dirais son entourage au sens beaucoup plus large. Alors, nous, on a maintenant 38 lits de soins palliatifs. On accueille en permanence 3 malades dont la maladie de Charcot. On accompagne des malades qui ont une maladie de Charcot depuis des années et je crois qu'on est une des seules structures qui en prend autant de façon régulière sur des temps de répit parce que c'était une maladie terrible où la demande des patients a énormément changé. Ils disent tous qu'ils ne veulent pas mourir étouffés. Ils disent tous qu'ils ne veulent pas mourir dans des conditions horribles. Mais c'est sûr que si vous dressez un tableau en considérant que la loi de 2016 est une loi qui cache la vérité, c'est-à-dire, je connais bien Emmanuel Hirsch, et ça m'arrive plus d'une fois de faire des conférences avec lui, je pense qu'il est il arrondit un petit peu plus les angles quand même, parce que quand vous avez des personnes comme on a dit de Charcot, du début à la fin, et que vous les accompagnez, que vous traitez leurs symptômes, vous avez des gens qui vont vous dire qu'ils veulent mourir le moment où ils pensent que ce sera insupportable, et j'en vois très peu qui arrivent à ce moment. Mais quand on dresse un tableau de ce qui se passe dans les soins palliatifs, parce que vous dressez le tableau de ce qui se passe dans les soins palliatifs, alors que le tableau que vous dressez, pour moi, il se passe dans les lieux où il n'y a pas eu de culture palliative. Les mêmes lieux où si demain il y a l'aide à mourir, il n'y aura pas de culture pour ça et les catastrophes seront les mêmes, peut-être pas du même côté, mais on aura exactement les mêmes catastrophes. Ce n'est pas vrai que l'agonie dure des semaines. Ce n'est pas vrai que la loi nous oblige à arrêter l'hydratation. Ce n'est pas vrai que les gens meurent dans des conditions de laisser abandonner pendant des semaines. On ne travaille pas comme ça. La loi de 2005 nous a fait déjà évoluer une première fois. La loi de 2016 nous a fait évoluer aussi parce que nous évoluons tous. Même quand on fait une soin palliatif, on n'est pas arc-bouté sur le fait de dire attention, si on fait un médicament, ce malade va mourir. On est attentif au jour le jour. C'est un travail d'orfèvre. Et ce travail d'orfèvre, on le fait au jour le jour. Et ce n'est pas parce que quelqu'un dort et qu'on est content et on dit ça y est, on est dans le cadre de la loi, on va arrêter l'hydratation, il va mourir dans une semaine ou deux, peu importe, on a rempli notre mission. Est-ce que vous pensez réellement qu'on travaille comme ça? Et le bon sens,
et toute l'humanité qu'on peut avoir dans nos relations avec nos patients, ça passe où ça? Aujourd'hui, pour moi, ce qui est plus important, c'est pas de bien faire, c'est de faire le moins mal. Donc, si je reprends mon expérience et que je vois toutes ces personnes qui sont arrivées à la maison en demandant une euthanasie, en demandant ce que le traitement soit arrêté, et on ne l'a pas fait, mais ces mêmes personnes qui, en permanence, ont été contradictoires du point de vue de certains. Et pour moi, ils ne sont pas contradictoires, ils sont ambivalents. On peut avoir envie de mourir et de vivre en même temps. On a envie de mourir si on souffre et si on ne soigne pas nos souffrances. On est moins pressé de mourir si on passe une bonne journée, qu'on accompagne bien nos souffrances, qu'on traite nos douleurs et qu'on traite aussi tous les problèmes qu'il peut y avoir dans l'entourage, qu'on aide à ce qu'il puisse y avoir un lien qui soit maintenu avec l'entourage. Le nombre de gens qui ont demandé l'euthanasie sont plusieurs centaines. Ces personnes-là n'ont jamais réclamé cette euthanasie de façon radicale. Et je vous assure, je ne crois pas du tout que dans l'unité, le travail dans la maison et la villa, puisqu'on a 2 établissements, je ne crois pas du tout qu'on bâillonne la parole des malades et de leur entourage. Ces malades sont morts parce que ça a été leur fin de vie. On a accompagné leur douleur, on les a traités, quelles que soient les conséquences. Par contre, si on avait adhéré à leur demande d'emblée, on n'avait pas eu ce mur qui nous disait on ne peut pas aller jusqu'à cette aide à mourir imminente, eh bien peut-être qu'on aurait volé une partie de vie de ces patients. Alors, après, pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? Parce qu'entre des centaines de personnes à qui j'ai le sentiment que j'aurais volé une partie de vie, eh bien, il y a très peu de gens pour lesquels j'ai le sentiment que je n'ai pas répondu à leur demande, mais les pourcentages entre l'un et l'autre, c'est une proportion énorme, une différence énorme. Alors, il est évident, puisque quelqu'un posait la question, est-ce que dans les hôpitaux, on serait à même de faire une assistance, une aide, une assistance à mourir? Je ne crois pas. Je crois que moi, je ne pourrais pas fonctionner comme ça. Non pas que je juge les gens qui veulent faire ça, mais on ne peut pas, dans une équipe, essayer de trouver des solutions pour que la personne puisse avoir encore des moments de vie convenables et en même temps avoir ça du même côté. Je pense que toute la créativité, tout le travail qu'on fait, toute l'énergie qu'on a pour que ces personnes vivent le mieux possible le temps qui reste, on ne pourrait pas le mettre en œuvre. Donc, pour moi, c'est évident qu'une loi sur l'euthanasie n'est pas judicieuse aujourd'hui. Alors, vous faites la différence entre l'euthanasie et l'assistance à mourir. Mais à partir du moment où cette loi va exister, si elle existe, moi je serais tout à fait d'accord de réfléchir et d'être partenaire pour savoir comment elle va être appliquée, par qui. Quand il y a eu la loi du 31 mars, quand vous avez fait cette proposition de loi, je l'ai lue, j'ai été extrêmement surpris. Je vous le dis franchement, en toute sincérité, c'est ni politique ni quoi que ce soit. J'ai trouvé que c'était une loi qui se tirait une balle dans le pied. À aucun moment on ne parle de la famille, à aucun moment on ne parle de l'accompagnement de l'entourage, à aucun moment on ne parle de l'accompagnement des équipes. On ne parle que des médecins qui 2 jours, 4 jours, 6 jours vont faire réaffirmer au malade si oui ou non il veut ou il ne veut pas. Mais à quel moment on reconnaît cette notion d'ambivalence et cette façon de pouvoir dire je ne sais pas, j'ai envie, mais peut-être que j'ai un peu de temps et peut-être que ce n'est pas uniquement le médecin qui va être capable d'aider la personne à prendre sa décision. Et une personne qui s'en va, c'est aussi une personne qui laisse du monde derrière. Je vous assure que depuis que, moi je trouve, mais encore une fois, une loi, elle évolue et on évolue aussi avec les différentes lois. Et depuis 2016, nous avons des demandes de sédation profonde et continue. On n'est pas là tous les 2 jours en train de dire mais vous êtes bien sûr, et puis on vous endort, et puis on vous réveille, et puis on va voir si. Non. Quand on a affaire à une personne qu'on accompagne, on essaie quand même d'avoir un raisonnement et un jugement le plus humain possible. On n'essaie pas de dire est-ce que je respecte la loi à 100%. Ces malades sont en fin de vie, ils ont une maladie incurable. Effectivement, ils peuvent avoir des souffrances, mais on essaye de comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire vouloir mourir tout de suite. J'avais un patient qui avait une SLA. Il voulait mourir
entre l'anniversaire de son fils et avant les examens pour ne pas perturber son fils. Vous pensez que c'est comme ça qu'on peut raisonner? Est-ce que vous pensez qu'on peut être dans la maîtrise de tout à ce point-là? La maîtrise est une illusion et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Si on pense qu'on peut tout maîtriser dans la vie, je pense que vraiment on est à côté de la plaque. Alors, quand vous dites que l'arrêt d'hydratation et qu'on laisse les malades s'intoxiquer de leurs médicaments et on ne sait pas s'ils souffrent ou non, mais comment voulez-vous que les gens qui ont le sentiment qu'on ne s'occupe pas convenablement d'eux n'aillent pas vers une loi qui légalise l'euthanasie quand on leur décrit la manière qu'on a de s'occuper d'eux? Moi, je vous assure, ça me met en colère d'entendre ça à chaque fois. On a l'impression qu'on fait n'importe quoi et que les malades, on les traite, mais alors vraiment comme un bout de viande, quoi. Je ne peux pas supporter ça, je vous assure. Et si vous fondez la loi là-dessus, ben pour moi, c'est de la démagogie. Et franchement, mon expérience vaut ce qu'elle vaut, mais il n'y a pas beaucoup de médecins qui peuvent dire qu'ils ont accompagné 10 000 personnes. Et vous savez, je travaille souvent 7 jours sur 7. Je peux vous dire que dans les 10 000 personnes, il y en a beaucoup que j'ai accompagné. On parle de l'acharnement thérapeutique. L'acharnement thérapeutique, oui, on sait qu'il y a beaucoup de chimiothérapies qui sont faites de façon déraisonnable, mais l'acharnement thérapeutique, c'est quand on fait les choses contre la volonté du patient. Combien de fois vous avez aussi des patients qui ont du mal à arrêter la chimiothérapie parce qu'ils ont été suivis par un cancérologue pendant des années, parce que pendant des années, on leur a vendu que ça allait être un traitement et un autre, et la confiance est telle qu'ils ne peuvent pas lâcher. Et quand le cancérologue leur dit qu'il faut arrêter le traitement, pour eux, c'est un abandon. Ça, pour moi, vous savez qu'il y a beaucoup d'unités de soins palliatifs qui refusent d'accueillir des patients qui sont encore sous traitement. Nous, on accueille des patients qui sont encore sous traitement quand ils sont en phase palliative. Pourquoi? Parce qu'un des endroits où on arrivera le mieux à faire arrêter les traitements quand ils sont délétères, c'est justement quand ils sont dans une unité de soins palliatifs et quand ils sortent des services dans lesquels ils ont été suivis pendant des années. Et ça, c'est aussi une des missions de l'unité de soins palliatifs. On a un tiers de nos patients qui ressortent, mais qui reviennent. Et ce n'est pas parce qu'ils ressortent qu'ils sont sauvés. Quand on a eu les trithérapies qui sont arrivées, on avait des malades qui arrivaient chez nous en fin de vie. C'était la double peine. Pourquoi? Parce qu'il y avait des patients qui avaient à la fois eu le VIH, première peine, parce que contrairement à ce qu'on a pu raconter, tout le monde n'était pas fautif de l'attraper, puisqu'on en a reparlé au congrès de soins palliatifs la semaine dernière. Mais quand les traitements sont arrivés, il y a des gens pour lesquels les traitements n'ont pas marché, alors que pour les autres, ça marchait. Et ça, c'était la double peine parce qu'on n'avait pas de compréhension. Mais vous savez ce qu'on avait comme situation? Des familles qui, dans notre dos, gavaient les malades avec la trithérapie en se disant c'est parce qu'il n'a pas pris assez longtemps, c'est parce qu'on ne s'acharne pas suffisamment. Et c'est pour ça qu'il faut y aller, il faut continuer. Moi, je me souviens d'une patiente à qui j'ai annoncé à la famille que c'était fini, qu'on ne pouvait plus rien faire. J'ai tenu compte, parce que cette famille était en véritable désarroi. On a démarré un traitement sous protocole. Cette femme est aujourd'hui bénévole chez nous 10 ans après, et elle fait de la poterie pour nos malades. Donc, je peux aussi sortir plein d'histoires, si vous voulez, qui vont faire que ça argumente. Mais à un moment ou à un autre, les histoires fortes, même d'un écrivain qui va à l'étranger ou quoi, sont des histoires réelles, sont des histoires fortes, mais ça ne fait pas la population française. Et ça ne fait pas les désirs de la population française, de mon point de vue, et encore une fois, c'est mon expérience. Alors, quand vous dites la niche parlementaire, pour moi, c'était extrêmement désolant qu'une loi comme ça passe dans la niche parlementaire. C'est une loi qui doit se travailler sur des semaines et des mois, et je trouve qu'à la fois, je la trouve très mal posée, et à la fois, effectivement, c'est regrettable qu'il y ait des milliers d'amendements qui fassent qu'on ne puisse pas travailler. Une loi comme ça ne se travaille pas dans une niche parlementaire, je suis désolé, c'est une loi de société. Vous vous souvenez de toutes les autres lois qui avaient le même jour dans la niche parlementaire sur la vitesse sur l'autoroute et tout ça? Est-ce qu'on pense vraiment que ça se compare? Donc, une loi comme ça doit être travaillée de façon beaucoup plus importante. Moi, je suis prêt à être autour de la table parce qu'il y a une loi comme ça qui arrivera à un moment ou un autre. À un moment ou un autre, on aura cette autorisation d'aider les personnes à mourir. Mais le jour où ça existera, je veux, comme d'autres, dont vous faites peut-être partie,
demande à ce que la loi actuelle soit pratiquée dans de bonnes conditions et soit bien appliquée dans les unités de soins palliatifs, je souhaiterais qu'elle soit aussi bien appliquée pour les personnes qui le demanderont. Parce que je persisterai à dire que la notion d'ambivalence ne doit pas être gommée. C'est un droit de chacun de pouvoir changer d'avis à tout moment. Et vous savez, quand on est porte-drapeau de quelque chose, on devient très caricatural. J'ai trouvé que c'était un peu caricatural. Je suis désolé de vous le dire, hein, M. Tourelle, hein, je n'ai jamais eu l'occasion de discuter avec vous et je n'ai aucun a priori. Mais la manière que vous avez eu de présenter ces situations de mort catastrophique, ces situations violentes, ça n'existe pas dans les unités de soins palliatifs. Mais ça existe dans beaucoup d'endroits. Et dans les endroits où ça existe, si la loi est différente, eh bien, elle sera mal pratiquée de la même manière que la loi Leonetti est claire, c'est mal pratiqué. C'est pour ça que je suis contre quelque chose de trop rapide. Parce que pour qu'on arrive à faire quelque chose qui tienne la route, qui respecte vraiment les gens et qui fasse qu'on fasse les choses convenablement, il faut qu'il y ait une culture dans les lieux de soins qui se développe. Et on est encore loin du compte. La culture palliative, c'est la seule chose qui permettra d'évoluer dans tous les services. C'est l'avenir de la médecine. Et la culture palliative, ça ne veut pas dire qu'on sera contre à un moment ou autre. Moi, je ne vais pas être là à défendre en disant que je suis complètement opposé à l'euthanasie ou quoi que ce soit, mais je suis opposé à ce qui est dit comme argument pour pouvoir sortir une loi pareille. Alors, bon, j'avais noté quelques petites choses, mais ah oui, je voulais revenir sur la question de l'hydratation parce que effectivement, c'est quelque chose qui ressort tout le temps, comme si par exemple, à partir du moment où on met une sédation, on arrête la nutrition, on arrête l'hydratation et on laisse mourir sans même savoir si les gens souffrent ou non. Enfin, ça ne marche pas comme ça du tout. D'abord, on a des repères pour savoir si les gens souffrent. Et quand on a un doute, on soigne par excès plutôt que par défaut. Et ce n'est pas vrai qu'on double, qu'on triple dose et qu'on peut donner une dose massive. On n'a pas besoin de donner une dose massive. Parce que les personnes, c'est pas aujourd'hui, on traite comme ça, et pof, à partir de demain 14h, c'est sédation profonde et continue, on multiplie par 3 les doses. C'est un travail évolutif, c'est une réflexion, c'est un partage qu'on va faire à la fois avec le patient, quand il peut s'exprimer, à la fois avec la personne de confiance, à la fois avec l'entourage. Il y a une notion primordiale qu'il ne faudra jamais oublier, qu'on a beaucoup perdu dans les unités de soins, pas de soins palliatifs, dans les hôpitaux, c'est la notion de collégialité. Chaque fois que la notion de collégialité est galvaudée, quel que soit le résultat, ce sera un résultat qui sera, de toute façon, qui aura des conséquences, soit sur les équipes, soit sur les familles, soit sur le malade lui-même avant qu'il le décède. La notion de collégialité est primordiale, mais c'est le travail d'équipe, c'est une réflexion, et l'équipe, elle n'est pas là pour dire « moi j'applique la loi comme ça, un point c'est tout ». Je me suis accroché avec des juristes qui disent que la sédation profonde et continue ne peut pas être appliquée plus de 15 jours avant la mort. Ben, combien de me raconter quand est-ce qu'on sait que c'est 15 jours avant la mort? On ne sait rien du tout. Combien de fois on a des gens qui viennent chez nous pour terminer leur vie, on les aide à arrêter les chimios parce qu'elles sont plus utiles et tout, ils vont mieux, et au lieu de mourir dans les 15 jours, ils meurent 4 mois après, et dans des conditions qui sont des fois tout à fait comptables. Je ne dis pas que chez nous, tout le monde meurt bien, mais en tout cas, tout est fait pour respecter la personne et pour qu'il meure le mieux possible. Et puis, à l'entourage, on ne peut pas gommer la place de l'entourage. Je trouve que dans une histoire de quelqu'un qui part, on doit quand même, on voit bien quand même, on suit les familles après le décès. On voit bien le risque de deuil pathologique, comme il est réduit dans les unités de soins palliatifs. Donc, j'ai défendu mon point de vue. Vous avez défendu le vôtre. Après, il y a cette zone grise, tous les endroits où les gens meurent, où les choses sont pas faites convenablement. Et là, quand le professeur Sicard avait fait son tour de France, il était venu nous rencontrer, et j'avais demandé à le revoir, en lui disant, écoutez, moi, il faut que je vous revoie, il faut qu'on rediscute de ça. Et il m'avait dit, oui, mais vous me cassez les pieds, parce que de toute façon, vous travaillez en soins palliatifs, le problème, il n'est pas chez vous, le problème, il est ailleurs. Ok, le problème est ailleurs. Mais parce qu'on soigne mal les gens, il faut leur donner la possibilité de partir plus vite. Est-ce que la priorité, ce n'est pas de soigner tout le monde dans les meilleures conditions qui soient?
Alors, pourquoi je suis contre aujourd'hui, et je serai probablement demain, c'est que tant qu'on ne donnera pas les moyens d'accéder à une culture palliative, de traiter les gens convenablement partout, dans leur période de fin de vie, je trouve que les gens qui demanderont une aide à mourir sont des gens qui demanderont ça, non pas par désir, mais par dépit. C'est comme un amour. Si on vous épouse parce qu'on a été déçu par un premier amant, on ne fait pas un bon mariage. Et vous savez, l'amour, la mort, tout ça, c'est la même chose. L'ambivalence, on l'a dans la vie, on l'a dans l'amour, on l'a en permanence. Alors, excusez-moi, je suis un peu... j'ai rien contre vous, Monsieur Touraine, mais vous m'avez un peu animé, en tout cas. Hein, parce que je trouve que quand même, à la fois sur la première partie, sur laquelle je partage complètement avec vous, le fait que c'est plus la question de l'euthanasie. Il peut y avoir du désir d'arrêter sa vie parce qu'on pense qu'on ne veut pas arriver à certaines souffrances. OK. Mais après, les exemples que vous prenez, les exemples sur lesquels vous vous appuyez, je vous assure, c'est extrêmement vexant pour des médecins comme moi de voir qu'on est réduit à cette expression-là quand on voit l'attachement qu'on a à être au plus près de nos patients et à faire les choses le mieux possible. Alors, sortir de la vexation personnelle, je ne suis pas vexé. Ce que je veux dire, c'est quand même, si vous le dites, c'est que beaucoup de gens le pensent, beaucoup de députés le pensent. Vous êtes professeur, et je ne vous connais pas bien, mais je vous connais quand même un peu, et j'ai beaucoup de respect pour vous. Hein, ne croyez pas que... Mais vous pensez que tous les députés ont compris quelque chose de ce qui se passait dans cette histoire? Moi, je ne le crois pas. Quand vous dites que 90% de la population est pauvre, oui, 90% de la population a envie d'être rassurée. Mais questionnez les malades plutôt que de questionner les gens en bonne santé. Les gens en bonne santé, toute leur vie, voudront maîtriser leur vie, tout le temps. Ce n'est pas eux qui font la réalité de ce qui se passe. Mais comme tout le monde sait bien, une seule chose qu'on sait dans la vie, c'est qu'on va tous mourir. Il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'on va être malade ou non. On peut en avoir peur. Quand vous dites que les malades meurent, moi je suis très attaché, j'avais vraiment envie d'écrire là-dessus sur la maladie de Charcot, parce que c'est une maladie d'une violence extraordinaire pour les malades et pour leur entourage. Et on en avait parlé avec Marie de Henzel, donc vous devez connaître. Hein. Je suis surpris de voir ce qui se passe, de voir comment, à partir du moment où on donne les moyens à un malade de vivre convenablement, c'est-à-dire de ne pas avoir de souffrance, d'avoir des amis, d'avoir ce qu'il faut, que la famille ne soit pas trop impactée, eh bien les gens sont beaucoup moins pressés. Ce n'est pas 3 malades que je suis, c'est des dizaines de malades qui ont un maladie de Charcot, dont certains ont demandé à aller en Suisse. Eh bien, j'avais une malade comme ça, qui a demandé d'aller en Suisse, et donc elle pensait que je refuserais de l'accueillir à la maison de Gardanne, parce qu'elle avait fait ce choix d'aller en Suisse, mais le rendez-vous était pour le mois de juillet, et ça ne tenait plus à domicile. Je l'ai accueillie, et je n'ai pas du tout essayé de la convaincre de ne pas aller en Suisse. C'était son choix. Le problème, c'est qu'elle n'y est pas allée. Elle n'y est pas allée parce qu'à partir du moment où on s'est bien occupé d'elle, elle était moins pressée. Elle a demandé à la Suisse son fils, parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait fait. Excusez-moi, dites-moi si je parle trop. Hein, je vais on peut peut-être encore 2 minutes, Jean-Marc, pour qu'ensuite on prenne les questions. Cette histoire. Donc, cette malade, son fils téléphone à l'association suisse, ils avaient versé une certaine somme, ça coûte entre 12 et 14 000 euros, et il leur disait, elle ne peut pas maintenant, elle voudrait reporter. Et on finit par lui dire, non, mais attendez, il faudrait savoir ce qu'elle veut. Elle a demandé une euthanasie, elle a demandé un suicide assisté, pardon. Et maintenant, elle le veut pas, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, c'est ça que je crains. Je crains qu'à un moment ou à un autre, on veut tellement réussir ce combat qu'on en fait quelque chose qui devient un porte-drapeau et qui gommera la parole des malades, sauf de ceux qui croient que ce qu'ils ont décidé, c'est leur vraie liberté. Quelle liberté on a quand on est malade et qu'on est en fin de vie et qu'on vit quelque chose qu'on ne veut pas? J'aimerais bien le savoir. Excusez-moi d'avoir été trop long. Non, alors, Jean-Marc, moi j'essaye d'être un garçon équitable. Je m'amuse beaucoup dans les commentateurs de débats éthiques, mais c'est parce que je suis un peu persifleur par moment. Quand les gens entendent une opinion qui leur convient, ils trouvent que le temps imparti est juste, et quand ils trouvent une opinion qui ne leur va pas, ils trouvent que le temps est trop long. Il se trouve que vous avez eu exactement un temps de parole quasiment équitable à 1 minute près. Voilà. Bon, et puis l'éthique, ce n'est pas tellement comme ça que ça se pense selon moi. Ça, c'est la petite boutade pour ceux qui font
quelques commentaires en ligne, mais je les respecte parce que ça fait partie du débat public. Alors, effectivement, vous avez cité tous les deux dans vos propos des référents du champ de l'éthique, donc Emmanuel Hirsch, donc moi je fais partie un peu de la génération suivante. Donc déjà, je voulais vous remercier tous les deux parce que je pense que vous avez bien campé quand même les éléments du débat, parce que les éléments du débat, ils interrogent le public, mais ils interrogent aussi effectivement ce que vivent et pensent les professionnels. Et c'est peut-être là aussi d'ailleurs que de temps en temps, il y a des marges de progrès à avoir. Juste pour être dans mon rôle, et puis peut-être que Cyril Guillaumet voudra compléter, finalement, il y a du vrai dans vos paroles à tous les deux, mais quand même pour rassurer le grand public, la génération des médecins qu'on est en train de former aujourd'hui, puisque moi j'ai la chance d'être, alors plus ou moins jeune parce qu'on vieillit, mais encore professeur des universités, l'enseignement de la médecine palliative a complètement changé aussi. C'est-à-dire que par rapport au grand public qui nous écoute, on espère combler le déficit qu'on voit bien d'accès à la médecine palliative. Je pense que là-dessus, vous êtes d'accord, ni l'un ni l'autre ne s'est opposé quant à dire qu'on avait un déficit d'accès à la médecine palliative. Jean-Louis Touraine le sait, moi avant j'étais un universitaire parisien, puis j'ai fait le choix de venir en Normandie. C'est vrai, quand on regarde les territoires normands, l'égalité républicaine dans laquelle on est tous attachés est fortement malmenée dans le cas de la médecine palliative. Donc c'est un peu là-dessus que moi je m'interroge, c'est-à-dire on a l'impression que finalement on oppose, et puis c'est historiquement le cas, médecine palliative, euthanasie, en disant si on légalise trop tôt, il n'y aura pas accès à la médecine palliative. On pourrait aussi dire l'inverse, on pourrait dire que peut-être les deux pourraient marcher de front. Je prends des remarques de citoyens qui disent pourquoi on restait toujours dans ce débat-là. C'est le premier point. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une politique publique qui marche sur deux pieds, voilà, qui défende la médecine palliative? Je traduis la question. Et puis une deuxième question sur laquelle je voudrais quand même avoir votre point de vue à tous les deux, et après je donnerai la parole à Cyril Guillaumet. C'est que les gens sont un peu étonnés du fait qu'on parle d'euthanasie ou d'autorisation à mourir uniquement sur les problématiques de fin de vie, au sens mort proche. Les gens évoquent beaucoup les maladies neurodégénératives, la maladie de Charcot, enfin oui, des pathologies de ce type, où finalement ma mort n'est pas proche et les gens voudraient aussi finalement arrêter leur vie parce qu'ils ne la considèrent pas comme digne de leur point de vue. Voilà, je voudrais un peu votre point de vue à tous les deux sur ces deux volets-là. Finalement, pourquoi toujours opposer médecine palliative et légalisation de l'euthanasie, ce qui est un gros courant historique français? On a l'impression que ces arguments, ils remontent à 15 ans, 20 ans. Et deuxième point, finalement, quid de la réponse à ces gens qui ne sont pas réellement en fin de vie, mais qui considèrent que leur vie en tant que telle, ils ne souhaitent pas la vivre telle qu'elle est. Peut-être Jean-Louis Touraine, si vous voulez. Oui, oui, tout à fait d'accord. Mais je voudrais juste en préambule dire que j'ai eu le même parcours professionnel que mon confrère, puisque moi aussi, je me suis beaucoup occupé des malades avec sida aux États-Unis, en France, dans le début des années 80, jusqu'à l'apparition des trithérapies. Et après aussi, mais enfin, les choses sont devenues moins douloureuses quand il y a eu un traitement. Et c'est vrai que ça nous a formés les uns les autres. Et j'ai, du coup, à cette occasion-là, fait créer le premier centre lyonnais de soins palliatifs pour justement ces malades-là. Et je reconnais toute la qualité de ce qui se fait dans ces soins palliatifs. Et c'est évident qu'il nous faut nous battre pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Mais vous avez complètement raison. C'est totalement absurde et seulement français. C'est une particularité qui n'est pas retrouvée dans aucun pays de vouloir opposer soins palliatifs et aide active à mourir. Si tous les pays autour de nous ont légalisé d'une façon ou d'une autre l'aide active à mourir, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas développer les soins palliatifs, au contraire. Ils l'ont déjà fait, pour la plupart d'entre eux, bien mieux que la France, et d'autres l'ont fait à peu près comme la France. Et les troisièmes, comme les Belges, ont fait une loi commune pour les deux. D'ailleurs, pour les Belges, l'aide active à mourir est un soin palliatif. C'est le soin ultime. Donc, ils refusent de l'opposer. Alors, il n'y a que nos confrères français qui, effectivement, considèrent que les soins palliatifs existent pour dissuader les malades de demander une aide active à mourir. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'améliorer les conditions de fin de vie. Et ensuite, on doit respecter le point de vue du malade. Et de fait, ceci est un ancien débat, puisque, contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas une loi qui se fait de façon rapide en catimini. Je vous rappelle que la loi est travaillée depuis 35 ans à l'Assemblée nationale. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de lois qui aient été travaillées aussi longtemps. Ça fait 35 ans depuis Henri Caillavet au Sénat et à l'Assemblée. Ça fait aussi, là, dans ces derniers temps, beaucoup de temps, puisque c'était un engagement du président Hollande qui a fait passer une loi dans laquelle il y avait
un amendement pour l'aide active à mourir, qu'il a fait, dans un accès de frilosité, retiré alors que c'était un engagement qu'il avait pris devant les Français. Et maintenant, il écrit qu'il le regrette. Il regrette de ne pas avoir fait cette application qui était un engagement. Donc, ce n'est pas du tout nouveau. Des gouvernements successifs s'en sont emparés, des députés successifs. Et la conclusion est un peu toujours la même, c'est-à-dire qu'il nous faut un petit peu combler les lacunes de lois qui ne sont pas mauvaises, mais qui sont malheureusement incomplètes et laissant sans solution, je vous l'ai dit, 3% des malades en fin de vie, ce qui est effectivement dommageable. Maintenant, oui, cette opposition, elle est choquante entre soins palliatifs et aide active à mourir, alors que les deux se complètent. Et quand on les oppose, ça peut même avoir un effet pervers, puisque ça pourrait laisser entendre que ceux qui veulent l'aide active à mourir, c'est pour ne pas avoir à développer des soins palliatifs. Pas du tout, au contraire. Les plus ardents défenseurs à l'Assemblée nationale, en tout cas, d'un plan pour les soins palliatifs et pour combler les lacunes, ce sont ceux qui demandent en même temps que soit respecté le choix du malade. Le choix du malade, c'est en fait un droit à pouvoir choisir. Laissez-moi vous rappeler quelle était la situation en France il y a un demi-siècle. Il y a un demi-siècle, la question se posait beaucoup moins. Parce qu'en vérité, on vivait un peu moins longtemps, mais surtout la fin de vie était beaucoup plus courte. Quand on avait un cancer avec des métastases, on mourait vite. Quand on avait une maladie de Charcot et qu'on commençait à plus respirer, on mourait vite. Ce n'est que depuis les progrès de la médecine que maintenant on peut, et c'est bien ainsi, vivre des années avec des métastases, qu'on peut vivre des années avec une maladie de Charcot, etc. Bon. Mais le corollaire, c'est que si au début ces années de vie additionnelle sont de qualité, à la fin, c'est une survie proprement intolérable pour certains. Et je refuse, moi, de me substituer à la décision du malade et je respecte les deux. Je trouve aussi intolérable le fait qu'aujourd'hui, 2000 à 4000 Français sont euthanasiés sans qu'ils aient été sollicités. C'est aussi intolérable que les quelques dizaines de milliers de personnes qui voudraient bénéficier d'une aide active à mourir et qui en sont privées. Jean-Louis, laissez-moi juste citer l'exemple d'une ministre, Paulette Guinchard, que certains d'entre vous ont peut-être connue parce qu'elle s'occupait beaucoup des préoccupations de personnes âgées. C'est elle à qui on doit l'aide personnelle d'autonomie, etc. Bon, cette femme a eu une maladie neurologique très, très grave et malheureusement, elle connaissait l'issue puisque c'est une maladie familiale dont son père était mort et d'autres membres de sa famille, son grand-père, etc. Et donc, elle a vu la progression de cette maladie. Mais il se trouve que dans les années 2000, elle avait signé une tribune dans Le Monde pour dire qu'elle n'était pas favorable à l'euthanasie. Et quand elle a été elle-même touchée par cette maladie, elle a été voir le responsable des soins palliatifs de sa région, elle habitait Besançon. C'est un des meilleurs centres de soins palliatifs, aussi comme Gardanne, comme quelques autres en France, Maison Garnier. Donc c'est un très très bon centre. Il lui a dit, on ne peut rien faire pour vous, sauf vous soulager votre douleur. Mais elle a dit, ce n'est pas ça la question. Moi, je ne vous demande pas cette question-là. La douleur, elle est déjà en partie traitée. Il y a une partie que vous n'arrivez pas à traiter, d'accord, tant pis. Il y a une souffrance psychique aussi. Et puis, il y a une progression de la maladie. Et tout ça, ça aboutit à ce que, au bout du compte, elle a été avec son mari en Suisse pour demander un suicide assisté. Et cet exemple, parmi des centaines ou des milliers d'autres, montre bien que nous n'avons pas le droit de nous substituer à la décision de nos malades. Dans le passé, le paternalisme médical faisait que les médecins décidaient. Et en vérité, le médecin décidait, ce malade n'a pas de raison de survivre davantage, et on disait aux infirmières, administrez-lui donc un cocktail lithique. Ce n'était pas courageux déjà de demander à d'autres de le faire. Le cocktail lithique, c'était le produit qui entraîne un effet létal. Ce n'était pas du tout acceptable et je pense que ça a été une très bonne chose de l'abroger. Par contre, personne n'a réfléchi à ce qui se passait pour ces cas terminaux insupportables et on n'a pas réfléchi à mettre en place quelque chose, surtout à un moment où l'agonie est devenue beaucoup plus longue, puisque c'est la caractéristique de notre temps. Aujourd'hui, on meurt plus tard, plus âgé, mais on meurt aussi plus lentement.
avec des agonies plus prolongées. Et c'est la raison pour laquelle vous avez aujourd'hui une telle majorité de gens qui, ayant connu quelqu'un de proche dans ces souffrances terribles, qu'il soit ou qu'il ne soit pas pris en charge par des équipes de soins palliatifs, demandent à ce qu'il y ait, dans certains cas, pas dans tous, dans certains cas, et quand le malade le demande instamment, que l'on respecte la volonté du malade et que ça soit ni un médecin, ni un confesseur, ni une autorité administrative qui se substitue à la volonté du malade. Le respect de la volonté du patient est la chose qui doit nous guider et qui doit s'imposer à nous. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'évolution est inéluctable. Je n'ai pas le moindre doute sur le fait que dans les années qui viennent, la France suivra tous les autres pays qui nous ont précédés et qui sont maintenant ultra majoritaires. Je suis désolé parce qu'on sent la passion dans les propos de chacun, mais juste, oui, est-ce que Jean-Marc pourrait donner le contrepoint ou le complément à votre propos? Et puis après, je voudrais quand même qu'on revienne, Jean-Louis, si vous le voulez bien, sur cette question que beaucoup de gens ont posée, c'est aide active à mourir. Pourquoi dans vos propos uniquement sur la dimension de la fin de vie et finalement, où est-ce qu'on met le curseur par rapport à quelqu'un qui n'est pas en fin de vie, voyez, mais qui voudrait quand même mourir? Il faut que ça soit... On y reviendra après, mais juste que si Jean-Marc veut répondre sur le premier point de cette espèce de débat effectivement historique d'opposition apparente entre guillemets entre médecine palliative et euthanasie. Ce débat et cette espèce de division existe. C'est pour ça que moi j'ai été interpellé récemment par un membre du cabinet du ministre. Moi j'ai une proposition à faire qui est très simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour pouvoir, on est tous confrontés à la même souffrance. On n'apporte pas la même réponse. Eh bien, dans les 3 ans à venir, on remplit tous les endroits où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. Ça ne coûte rien du tout de créer une unité de soins palliatifs parce que le malade, s'il n'est pas dans une unité de soins palliatifs, il est ailleurs et ailleurs, il coûte plus cher. Donc, de toute façon, c'est un déplacement de fonds, c'est tout. À partir du moment où il y a des unités de soins palliatifs partout, quelqu'un qui est dans cette situation passe un temps en soins palliatifs, soit il rentre dans le cadre de la sédation profonde et continue, et ça se fera comme ça, soit il ne rentre pas dans ce cadre, mais il bénéficie d'une période où il peut se poser de façon confortable et prendre du recul par rapport à ce qu'il vit. Et à partir de ce moment-là, il pourra aller vers une équipe qui pourra l'aider à mourir, mais ça ne se fera pas dans une unité de soins palliatifs. Ça, c'est une première proposition. Et dans cette proposition, je demande que les équipes qui travaillent sur cette aide à mourir, comment elles sont accompagnées, comment les malades et l'entourage est accompagné avant et comment l'entourage est accompagné après. Voilà, c'est cette garantie-là que je demande. Et à partir du moment où ces choses-là sont respectées de cette manière-là, mais moi, je suis entièrement d'accord pour y aller et entièrement d'accord. Vous savez, chaque fois que Mourir dans la dignité fait une conférence, depuis des années, je suis un des seuls médecins qui accepte de m'en prendre plein la figure sur la table. Mais en tout cas, j'y vais volontiers parce que je ne me sens pas du tout différent des gens qui revendiquent ça. Par contre, la réponse telle qu'elle est proposée aujourd'hui, je trouve qu'il y a un danger. Et honnêtement, c'est ni religieux, ni... c'est vraiment une conviction intime. Donc voilà, faisons une proposition collective qui va dans ce sens-là et dans laquelle on intrigue à la fois l'accès aux soins palliatifs pour tous et à la suite, ceux qui n'entrent pas dans le cadre de la sédation, qui puissent avoir accès à une aide à mourir. Jean-Marc, alors pour rebondir sur le sujet précédent, finalement, beaucoup de gens se posent là dans le chat la question qu'on évoquait. Les gens qui ne voudraient pas passer entre guillemets par la case médecine palliative, certains le disent finalement, pourquoi cette case pour nous serait la case obligatoire. Et deuxièmement, effectivement, les patients qui ne relèvent pas parce que leur état clinique n'est pas encore assez détérioré pour être dans la médecine palliative, mais tout simplement, ils voudraient accéder à finalement une aide active à mourir. Donc, est-ce que Jean-Louis, là-dessus, c'est parce que par aisance verbale ou pour faire passer la chose, vous cantonnez votre discours et votre approche politique dans un premier temps uniquement sur réellement les fins de vie, ou est-ce que vous voulez réellement l'étendre à d'autres citoyens qui ne seraient pas réellement dans ce cas de figure? Non, l'objectif est de le proposer qu'aux personnes qui sont effectivement en fin de vie d'une maladie incurable et d'autre part qui sont capables d'exprimer leur volonté. Donc c'est un choix du malade. C'est toute la philosophie de cela, c'est un choix du malade. Maintenant, il y a des maladies neurodégénératives, vous l'avez dit, qui enlèvent la conscience, la capacité de réflexion, comme la maladie d'Alzheimer et d'autres, bien avant la phase terminale. Il n'est pas question d'amputer ces personnes de nombreuses années de vie, parce qu'au début d'une maladie d'Alzheimer, les gens ont
ont des petits troubles cognitifs, perte de mémoire, mais ils ont quand même une vie de qualité. Donc, ce n'est pas… je respecte parfaitement ceux qui font le choix eux-mêmes de se suicider, mais ce n'est pas au service public de se mettre au service de personnes pour réaliser des suicides assistés à tous les gens qui n'ont pas envie de vivre. Parce que des gens qui n'ont pas envie de vivre, il y en a malheureusement des nombres notables, et pas toujours de façon durable. Tandis que nous considérons des gens qui, de toute façon, sont en train de décéder, et donc leur choix, vous voyez, n'enlève pas une fraction très significative de survie. D'ailleurs, je vais vous dire le texte qui a été voté. Le texte qui a été voté, c'est l'assistance médicalisée active à mourir serait ouverte sous condition à toute personne capable et majeure, en phase avancée ou terminale, d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, provoquant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable. Et puis, il est dit qu'il y a une clause de conscience pour les praticiens, que 3 médecins sont sollicités, dont un au moins appartenant à la spécialité dont le malade souffre d'une pathologie, qu'il y a le besoin de s'assurer par les 3 médecins du caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite de la demande, ainsi que l'impasse thérapeutique dans laquelle la personne se trouve. Ça répond d'ailleurs à une des questions que j'ai vues s'afficher. Bien évidemment, c'est seulement lorsque le médecin peut affirmer que le malade n'est soumis à aucune pression. C'est très important ça, parce qu'il peut y avoir des pressions variées pour des histoires d'héritage ou d'autres conditions de frais liés aux EHPAD. Bon, tout ça n'est pas acceptable. Or, les médecins savent très bien identifier les pressions de quelque nature que ce soit qui peuvent arriver au malade. Je veux juste vous donner un exemple pour vous faire comprendre. M'étant beaucoup occupé de transplantation d'organes et demandant s'il y a des donneurs volontaires dans des familles, j'ai très, très aisément, en prenant les gens seul à seul et par des questions appropriées, pu identifier les personnes qui n'étaient pas très volontaires par elles-mêmes, mais que la famille désignait comme donneurs potentiels, et bien évidemment, nous les avons récusés. Nous n'acceptons que le choix du malade lui-même. Alors maintenant, pour votre question, que faire quand des gens vont perdre leur conscience, en définitive, ou leur capacité de réflexion, leur faculté cognitive, comme nous disons? Eh bien, il faut à ce moment-là qu'ils rédigent leur directive anticipée, tant qu'ils sont capables de le faire. Et à ce moment-là, ils disent, moi, je voudrais qu'on s'arrête à tel stade, quand je serai plus capable de respirer, quand ceci, quand cela, je veux que ça s'arrête, et je veux aussi qu'une personne de confiance s'assure de cela, et il désigne une personne de confiance parmi sa famille, ses amis, un médecin même, enfin, qui il veut. La personne de confiance ne va pas dire ce qu'elle-même pense, mais ce que le malade voulait, ce que le malade lui a transmis du temps où il était conscient et qui doit s'appliquer. Un de vos interlocuteurs a indiqué que malheureusement, les directives anticipées n'étaient pas toujours mises en application. Et elle a raison, cette personne. Malheureusement, la loi qui est mal faite dit la directive anticipée ne s'applique que si elles ne sont pas manifestement inappropriées. Je ne connais aucune autre loi qui dit que la loi ne s'applique pas si c'est manifestement inapproprié. Parce que ou c'est dans la loi, ou c'est hors la loi. Mais on ne cherche pas à interpréter. Vous avez bien compris que si vous prenez 2 médecins ayant une philosophie différente, il y en a un qui dira les directives anticipées, elles sont appropriées, et l'autre qui dira les directives anticipées ne sont pas appropriées. Ce n'est pas le malade qui aura choisi, c'est le médecin. Donc nous voulons sortir de ce paternalisme d'antan qui faisait qu'on décidait à la place des malades. Et je pense que cette évolution, et je suis content d'entendre mon confrère qui dit que de toute façon, il appliquera cette loi qui maintenant est devenue inéluctable dans les meilleures conditions, mais ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'il ne faudra pas qu'il ne faudrait pas développer les soins palliatifs. C'est évidemment une chose à faire en même temps. N'attendons pas qu'ils soient développés à 100%, puisque vous voyez bien qu'en 25 ans, on est arrivé à 30% des besoins. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour arriver à 100%. Mais j'entends bien qu'il faut les développer de façon importante. Et quant à l'étude que vous proposiez, elle a déjà été faite, celle-là, de savoir parmi tous les gens qui sont pris en charge dans les soins palliatifs. Il y a eu plusieurs hôpitaux qui se sont mis ensemble, dotés d'un service de soins palliatifs,
et ils ont listé tous les malades qui, en arrivant, demandaient une aide active à mourir. Eh bien, quelques jours plus tard, après avoir eu un bon traitement de leur douleur, après avoir eu une bonne prise en charge globale, autant médicale que humaine, si je peux dire, après que la famille leur ait régulièrement rendu visite, que le contexte soit plus favorable, ils ont été réinterrogés pour savoir s'ils persévéraient. Et il y en a effectivement qu'un peu plus de 50% qui persévèrent. Donc, il y a 40 et quelques pourcents de gens qui disent non, bah, maintenant ça va, je peux attendre plus. Mais vous voyez bien que c'est pas parce que certains ne persévèrent pas qu'il faut nier la parole. Je pense que c'est assez grave si l'on en arrivait à nier la capacité de gens de pouvoir décider pour eux-mêmes leur propre destin. C'est un peu comme quand on décidait que les femmes n'avaient pas le droit de décider si elles prolongeaient ou pas leur grossesse. C'est quelque chose qui est révolu, c'est d'un autre temps. On ne peut pas dire à quelqu'un votre parole. On va passer la parole à Jean-Marc, juste pour qu'il ait un peu de temps. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a des études comme ça, sans savoir lesquelles, sans savoir en quelle année elles ont été faites, sans savoir sur combien de patients, ce n'est pas possible. J'ai quand même une expérience qui compte et ça ne ressort pas. Regardez les chiffres de la SFAP et tout. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça et les affirmer comme si c'était une loi absolue. Je ne suis pas d'accord avec vous. Là, franchement, c'est trop facile. Donc, regardez aussi ce qui se dit aujourd'hui. Regardez l'enquête qui vient de sortir de la SFAP et vous verrez que ce que vous dites est inexact. Je suis désolé. Vous n'avez jamais vu de malades qui vous redisent de leur volonté. Jamais. Après avoir discuté avec vous une fois. Bien sûr, mais pas de l'ordre de 50%. On est loin du compte, énormément loin du compte. Alors, je veux bien être une unité de soins palliatifs complètement has-been, mais quand même, je veux dire, les expériences sont là. Les malades, ils ont… Vous avez raison. Si. Tout dépend. Vous avez raison sur un point, tout dépend comment est enregistrée la première demande. Dans l'étude que j'évoque, la première demande n'était pas une parole en l'air. Celle-là a été éliminée. Les gens qui arrivent en disant j'en ai marre, ça. Non. Ils ont pris la parole de gens qui demandaient expressément une aide active à mourir, sachant de quoi il s'agissait. Donc, ce sont, parmi ceux-là, c'est effectivement la réalité, mais ce n'est pas spécifique à la France. Hein. Les malades ne sont pas très différents en Belgique, en Espagne. Les malades sont différents d'une région à une autre, d'un pays à une autre. La culture méditerranéenne n'a rien à voir. Regardez en Belgique, 80% des euthanasies sont pratiquées dans le nord et 20% dans le sud. Ça veut bien dire quelque chose. Jean-Marc, est-ce qu'on pourrait avoir votre point de vue, parce que je pense que ça intéresserait les gens, sur le volet auquel a répondu M. Touraine, et qui est celui des patients qui donc, ne relèvent pas encore de la médecine palliative, mais qui ont une pathologie chronique et qui se voient dégrader progressivement et qui ne souhaitent pas voir cette dégradation aller plus avant, et qui donc auraient recours à ce qu'on pourrait appeler suicide assisté ou une assistance active à mourir, mais en dehors des phases très terminales de fin de vie. Quel est votre point de vue et votre regard là-dessus? Je comprends très bien, mais quand vous avez un cancer, vous êtes soigné par un cancérologue, autant que possible. Il y a des gens qui refusent de faire soigner par un cancérologue et qui vont aller vers une médecine parallèle, vers autre chose ou vers d'autres choix. Mais ce sera toujours une minorité. On ne pourra jamais faire quelque chose auquel tout le monde adhère. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Non, mais Jean-Marc, vous savez bien que dans le grand public, moi j'essaye de faire l'animateur de débat, hein, ce n'est pas complètement mon métier, mais quand même j'aime bien. Il y a quand même des demandes qui ressortent dans les études autour de ça. C'est-à-dire, je veux avoir la maîtrise de mon destin au cas où je sais que j'ai une pathologie qui va se dégrader. Alors, ce n'est peut-être pas une question qui se pose uniquement aux médecins qui est en charge de la médecine palliative, mais il n'empêche que comme vous êtes un acteur du débat aussi public, quel regard vous avez sur ces demandes-là finalement aussi? Mais je peux comprendre ça, mais si chaque fois, vous voyez bien comment on diabolise les soins palliatifs. Donc à partir de ce moment-là, il y a des gens qui refuseront d'aller en soins palliatifs parce qu'ils ont l'impression qu'on va les convaincre de ne pas aller jusqu'au bout de leur démarche. Je vous assure, ce n'est pas ce qu'on fait nous, et il y a beaucoup d'unités de soins palliatifs qui ne le font pas. Après, je peux respecter toutes les attitudes. Les gens qui veulent se suicider, les gens qui ne veulent pas être suivis, les gens qui ne veulent pas suivre ce circuit-là. Mais c'est leur choix et ils l'assument et ils vont vers les circuits qui les intéressent. Mais ça, en même temps, si on diabolisait moins les choses et si on reconnaissait, quand on dit que ça fait 35 ans qu'on travaille sur une loi sur l'euthanasie, c'est complètement faux.
On n'a pas rien fait pendant 35 ans. La loi Claeys-Néonetti, c'est une loi qui parle de la fin de vie. Et tout ça, c'est le fruit d'un travail. Donc, on est dans quelque chose d'évolutif. Moi, je pense quand même que des problèmes comme ça, qui sont des problèmes de société, sont des problèmes qui doivent se mûrir. Et ce mûrissement, aujourd'hui… C'est mûr, c'est mûr. Ça, pour être mûr, c'est mûr au point de… Pour vous, pas pour moi. Pas pour moi. Je pense non, que… mais attendez, monsieur, mon cher confrère, je vous laisse toute votre liberté. Que voulez-vous de plus? Pourquoi voulez-vous empêcher la liberté des autres? Je ne veux pas empêcher la liberté des autres. C'est pas mûr pour vous, que… mais je comprends très bien. On vient de faire passer une loi sur la bioéthique. Certains ne veulent pas accorder la PMA aux couples de femmes. C'est leur droit de ne pas le vouloir. Ils sont minoritaires dans la société française, qui laissent celles qui veulent y recourir, et eux-mêmes n'y recourent pas. Mais c'est tout à fait légitime, ça. C'est simplement parce qu'ils sont très traditionnalistes et ils n'avancent pas à la même vitesse. Ils ont la nostalgie de la société française d'il y a un siècle et ils ne veulent pas la société d'aujourd'hui. Mais ils ont le droit de ça. Mais pourquoi veulent-ils empêcher les gens qui, en Espagne, culture méditerranéenne, sont très très nombreux et ont pu obtenir ce vote-là, comme maintenant par des dispositions différentes en Italie, en Suisse, en Allemagne par des dispositions encore différentes, en Belgique, aux Pays-Bas, au Canada. Est-ce qu'à un seul moment, j'ai dit que je ne serais pas d'accord? J'ai dit que je posais des conditions. Et les conditions que je pose me paraissent être une meilleure garantie pour qu'on fasse le moins de bêtises possible. C'est-à-dire mais on est complètement d'accord. Là-dessus, on est complètement d'accord. Et qu'on veut en même temps développer les soins palliatifs, complètement d'accord. Et si les gens, non, mais si les gens ne veulent pas aller dans les soins palliatifs, on ne peut pas les forcer. Et ceux qui ne veulent pas aller, dans un centre de soins palliatifs, c'est pas parce qu'ils ont peur de vous. C'est parce que simplement, quand on est en fin de vie et qu'on est à domicile, eh bien, on peut souhaiter mourir chez soi. C'est ce que font les autres pays. Il n'y a qu'en France où les gens sont quasi obligés de mourir à l'hôpital. Et puis surtout, un petit mot à Jean-Marc et après on va faire un interlude. On a un interlude surprise pour vous deux là-dessus. Moi, je pratique les soins palliatifs, pas uniquement dans l'institution. On a un réseau sur les Bouches-du-Rhône, 1300 situations. Mais il y a des équipes mobiles. Chaque année. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent les équipes mobiles parce qu'ils veulent rester dans le service où ils sont et ils ne veulent pas être déplacés pour passer leur dernière semaine de vie ailleurs. Palliative, si vous voulez, ce sera plus large, qu'on comprenne. Ce n'est pas obligé de rentrer. Et donc, ce n'est pas la multiplication des centres qui est à l'ordre du jour, c'est la multiplication des équipes mobiles de soins palliatifs, ainsi aussi que la formation des médecins généralistes. La formation des médecins généralistes qui reste à faire là-dessus parce que pour l'instant, elle est assez faible. Jean-Marc et Jean-Louis, juste vous propose, parce que c'est un peu la coutume à l'Espace éthique de Normandie, on a souvent l'intervention de Guillaume Grandazy, qui est notre sociologue, et qui, voilà… Jusqu'à quelle heure? Parce que j'ai un autre truc après. Normalement, on arrête à 20h30. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est si Guillaume veut bien qu'il nous fasse un petit regard, qui est souvent un peu décalé. Vous savez, c'est notre minute de décalage qui permet aussi de faire diminuer un peu la pression entre vous deux, mais je vous remercie parce que… mais je vous remercie parce que vous êtes… moi j'ai un respect infini. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on sent beaucoup de respect entre vous deux. Je vous en remercie beaucoup parce que c'est un vrai débat. Et un vrai débat, ça fait du bien par les temps qui courent parce qu'il est intelligent de part et d'autre. Donc, Guillaume… Vous êtes très diplomate, cher ami. Oui, mais autrement, je ne présiderai pas un espace de réflexion éthique. Vous savez qu'un espace de réflexion éthique, ça se manipule si on veut que ça vive vraiment avec des pincettes. Autrement, il n'y a pas de vérité absolue en plus. Voilà. Donc, je crois au débat démocratique. C'est pour ça que je préside cette institution, même si j'ai des opinions. La vérité appartient à ceux qui la recherchent et non point à ceux qui prétendent la détenir. Voilà, bon, Jean-Louis nous donne toujours une parole de sagesse pour nous éclairer. Non, c'est Condorcet. C'est Condorcet, ça. Bon, bah alors, voilà, on ne va pas se comparer à Condorcet. Alors. Guillaume. Oui, merci Grégoire. Merci aux deux intervenants. C'est vrai que l'espace éthique, on a un peu l'habitude des débats passionnés et le sujet suscite effectivement les passions. Et c'est bien normal parce que l'enjeu, il est quand même extrêmement important. Alors, juste, je ne vais pas être long, mais c'est vrai que je crois que dans nos sociétés, en tout cas occidentales, on a
un peu rapports différents à la mort, mais qui sont liés les uns aux autres. Il y a d'abord qui sont liés à ce que le docteur Lapiana la volonté de maîtrise, au fond. On a, pendant très longtemps, essayé, et on essaye encore, on le souhaite tous, c'est retarder la mort. Quand on est bien portant, on n'a pas envie que ça se précipite. Et les progrès thérapeutiques aidants, etc., on a la médecine prédictive, la génétique, etc., on a excellé dans ce domaine, avec les limites qu'on connaît aujourd'hui, qui ont amené justement au développement des soins palliatifs et à penser plutôt l'accompagnement de la mort, comment mieux accompagner la mort au-delà de seulement la retarder. Et puis, il y a cette troisième voie ou ce troisième choix possible, même s'il n'est pas possible en France, en tout cas qui se pose aux citoyens, c'est anticiper la mort. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens, effectivement, dont M. Touraine et d'autres, qui souhaitent avoir la maîtrise sur le moment de la mort. Et donc, on est dans l'anticipation. Le problème, c'est qu'on a l'impression que ces choix, effectivement, ils peuvent être parfois inconciliables, alors que peut-être tout l'enjeu, c'est d'arriver à les réconcilier ou à les penser ensemble, et que ça devienne vraiment des choix ou des alternatives possibles, qu'on puisse à la fois mieux accompagner la mort tout en envisageant de l'anticiper si besoin. Et finalement, quand on vous écoute, vous avez tous les deux, enfin, comme souvent dans ces débats-là, finalement, c'est au nom des mêmes valeurs que vous défendez des choses un peu différentes, mais j'ai entendu respect, respect des choix, respect des droits, amour, compassion, écoute, empathie, etc. Enfin, c'est des valeurs qui sont mobilisées des deux côtés et de bon droit et à bon escient, je pense, parce que c'est au nom de ces valeurs-là qu'on peut prendre des voies différentes. Mais après, je suis assez sensible, effectivement, à l'argument du docteur Lapiana sur la question de l'ambivalence. On l'est tous dans nos vies quotidiennes, sur plein de domaines, mais particulièrement face à la mort, effectivement. Pour avoir travaillé sur la question du suicide, c'est quelque chose qui est souvent mobilisé dans ce contexte-là, et on est forcément ambivalent face à la mort. Il faut être à l'écoute de cette ambivalence-là qui renvoie effectivement à notre vulnérabilité et la revendication de la liberté, du droit à l'autodétermination dans ce moment crucial qu'est la mort pose quand même question par rapport à cette notion d'ambivalence. Ça ne veut pas dire qu'il faut en revenir à un paternalisme, on dirait les gens étant ambivalents, on ne peut pas leur laisser ce choix ultime, il faut que d'autres prennent la décision à leur place, mais je crois qu'il faut vraiment être attentif à ça, parce qu'il y a quand même un paradoxe dans la demande d'euthanasie, c'est que ce droit revendiqué, affirmé à l'autodétermination, il finit par s'aliéner en postulant une incapacité à agir et à passer à l'acte soi-même, et donc en étant obligé de déléguer ce soin, ou qu'on l'appelle un soin autrement, mais en tout cas cet acte à un spécialiste. Et donc là, c'est pas pareil. De ce point de vue-là, je distinguerais un peu quand même le suicide assisté ou l'aide au suicide et l'euthanasie qui nécessite quand même le passage à l'acte de la part du professionnel de santé. Et au bout du compte, si on revient aux soins palliatifs, effectivement, on peut être que d'accord avec le docteur Lapiana qui dit qu'il faut qu'il y ait des soins palliatifs partout, quitte à décaler un peu cette loi pour qu'on développe avant les soins palliatifs et que tout le monde ait accès sur le territoire aux soins palliatifs. C'est évidemment un enjeu crucial en termes d'inégalité d'accès aux soins et aux soins palliatifs en particulier. Et si les gens ont plus facilement accès à l'euthanasie, au suicide assisté qu'aux soins palliatifs, il y aura effectivement un problème. Là, mais on voit bien que, en tout cas, il y a une ouverture de ce côté-là. Et effectivement, comme il le disait, c'est un travail d'orfèvre. Or, aujourd'hui, et donc c'est un soin qui est particulièrement inégalitaire sur les territoires, puisqu'il n'est pas du tout... Beaucoup de territoires en sont privés, beaucoup de professionnels n'ont pas la culture palliative qu'il a ou que Cyril Guillaumet, avec qui on travaille à Caen également, et d'autres, etc. Enfin, voilà. Mais il y a un vrai problème d'accès là à cette possibilité pour les malades, pour les personnes en fin de vie. Alors, je ne reviendrai pas sur le débat, mais qui reste entier. Après, aucune loi ne résoudra tous les problèmes, de toute façon. On pourrait reprendre le cas de Vincent Imbert. Que fait-on des gens qui se retrouvent
très loin de la fin de vie, mais dans une situation où il demande à mourir et qui ne rentrerait pas dans les cadres de la loi. Il y aura toujours des situations comme ça. Donc, il ne faut pas espérer qu'une loi magique résoudrait toutes les situations, mais elle peut en résoudre quand même un certain nombre. Et là-dessus, je suis aussi d'accord avec le docteur Lapiana sur la nécessité, je terminerai là-dessus, qu'il y ait vraiment un vrai débat sociétal et que ce ne soit pas une loi à la sauvette qui passe comme ça entre deux autres lois rapidement. L'enjeu est important, les arguments des uns et des autres sont tout à fait entendables et pertinents. Et donc, c'est quelque chose, sans y passer des années et des années, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit faire sérieusement dans le cadre d'un vrai débat collectif, démocratique, parce que c'est un vrai enjeu démocratique qui déborde bien évidemment le domaine médical, hein, puisque ça concerne nous tous et tous les citoyens. Et donc, je crois que là, c'est à notre démocratie de se donner les moyens d'essayer de faire la meilleure loi possible, et ça passera par le meilleur débat possible, je crois. Merci. Merci Guillaume. En complément, pour revenir aussi sur les propos de Jean-Louis Touraine, c'est vrai qu'on est dans une société du choix, hein, du libre choix. Donc, il faut vraiment se méfier aujourd'hui quand on enseigne aux étudiants en médecine, on le ressent bien dans nos amphithéâtres, d'une médecine qui se dirait non paternaliste, mais qui, mine de rien, continuerait à le rester. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les citoyens, finalement, ont en partie un grand attachement à la qualité de la médecine, mais une grande peur. Hein, c'est-à-dire que le système, plus que les individus, que le système de santé décide à leur place. Donc je pense que dans le débat sur la revendication de l'euthanasie, il y a aussi ça, et Jean-Louis Touraine le disait tout à l'heure, finalement, on n'impose à personne l'euthanasie. On offre le choix à certains. Et donc finalement, l'idée selon laquelle il y aurait une dérive du fait de la loi voudrait dire que les citoyens ne seraient plus acteurs de l'affaire. Et donc je crois que c'est un élément qui a déjà été écrit. C'est-à-dire que finalement, si on veut éviter des dérives que tout le monde redoute, mais il faut aussi faire confiance aux citoyens. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a dit que c'est le système qui ferait qu'on tue les gens et qu'on les extrait de la vie. C'est le citoyen qui reste quelque part acteur de son système. Et dans une démocratie, c'est aussi bien de faire confiance aux citoyens. Je ne dis pas que je partage complètement ce point de vue, hein, docteur Laplana, mais pour montrer aussi que dans ce débat, il y a une petite tendance par moment à ne pas faire confiance aux citoyens. Et on sait qu'aujourd'hui, une des crises de la démocratie, c'est aussi ça, de faire confiance aux citoyens. Et ce qui m'amène à la question qu'évoquait Jean-Louis Touraine, et j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Imaginons à tous les deux que demain, il y ait une légalisation de l'euthanasie en fin de vie. Le vrai sujet, c'est finalement les processus de régulation aussi que vous avez évoqués tout à l'heure pour éviter les dérives. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner un mot sur les processus de régulation, la collégialité? Je vous ai tous les deux entendu parler de collégialité avec des professionnels. Vous savez qu'il y a un grand débat, en particulier nord-américain, sur la collégialité qui associe aussi les citoyens. Donc, comment vous verriez finalement, en cas de légalisation, la question de la régulation, qui est un vrai élément du débat également et qui pourrait presque être une conclusion temporaire de notre soirée? Jean-Louis? Oui, je dirais qu'il y a eu déjà énormément de débats. Je ne connais pas de loi qui ait été autant l'objet de débats, y compris citoyens. Il y a eu des comités citoyens qui sont prononcés là-dessus depuis ces dernières décennies. Les derniers états généraux de la bioéthique, il y a un peu plus de 3 ans, n'avaient pas mis ce sujet à l'ordre du jour, mais dans la plupart des villes où les états généraux sont tenus, les citoyens se sont emparés en disant c'est le seul sujet qui nous concerne tous, c'est le plus important. Je vous confirme, en Normandie, ça a été très accaparé par les citoyens. Et j'ai été dans beaucoup de ces débats et j'ai toujours vu un débat respectueux comme celui qu'on vient d'avoir avec des points de vue divers, mais il n'y a jamais eu de polémique, disons, redoutable, d'invective, de gens qui s'apostrophaient, alors qu'il y en avait beaucoup sur les questions de procréation médicalement assistée en particulier. Là-dessus, c'était toujours serein et bon, les conclusions, c'était que 9 Français sur 10 veulent avoir la liberté de choix. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément pour eux-mêmes le choisir. Ils veulent pouvoir disposer de ce choix. Sur la régulation. Pour la régulation, il y a une commission dans notre proposition de loi qui introduit cette évaluation a posteriori pour qu'il y ait enfin de la transparence. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il ne se fait que des choses clandestines et malheureusement, on ne peut pas améliorer les choses qui sont faites dans ces conditions-là. Donc, une régulation, elle se fait parce qu'il y a une transparence, tout se fait de façon ouverte et bien évidemment, les limites, vous les avez entendues tout à l'heure, elles sont très étroites, plus en France qu'elles ne le sont en Belgique ou dans la plupart des autres pays, parce que dans notre culture, nous considérons que c'est seulement
ces personnes qui sont vraiment validées, sans aucune pression, sans aucune maladie psychiatrique, sans être dans un état dépressif, etc., qui peuvent bénéficier de l'aide publique pour cette aide active à mourir. Et pour terminer, puisque j'aurais plus probablement de quoi prendre la parole, moi je respecte tout à fait cette idée qu'il faut développer des soins palliatifs, bien sûr. Je sais qu'on n'aura jamais 100%. Notre pays, pour cela, est caractérisé notamment par le fait qu'on a une telle pénurie de médecins et d'infirmières qu'il n'est pas vraisemblable avant plus de 30 ans que dans la majorité des spécialités, or celle-là de spécialité n'est pas la plus choisie parmi les médecins. Mais il y aura toujours une pénurie. Et donc, quand on dit pénurie de médecins, ça veut dire pénurie d'offres. Donc, il faut bien sûr combler en partie cela, mais dire qu'il faut repousser à après pour faire une loi qui permet aux gens d'être entendus. Hein. C'est une loi sur les droits du malade. Ce n'est pas une loi sur l'euthanasie, c'est une loi sur les droits du malade de pouvoir choisir. Moi, je vais simplement citer ce que disait Stephen Hawking, vous savez, le grand mathématicien et astrophysicien, qui avait une forme très, très lente de maladie de Charcot. Extrêmement lente, puisque pour lui, ça a duré plus de 40 ans. Mais c'était quand même une maladie de Charcot. Eh bien, il disait « Garder en vie quelqu'un contre sa volonté constitue l'affront ultime ». Je crois que c'est vraiment de cela dont il s'agit. On ne peut pas agir contre la volonté de la personne, sauf si on a vraiment des raisons, en disant « c'est beaucoup trop prématuré, ce n'est pas parfaitement adapté à votre état, etc. » Mais autrement, quand c'est quelqu'un qui est en fin de vie, c'est son libre choix. Jean-Marc? Alors, oui. Je ne vais pas vous donner un tuyau pour faire une bonne loi, mais franchement, la première impression que j'ai eue sur la loi du mois de mars, je me suis dit, ils se sont tirés une balle dans le pied. À aucun moment, on parle de collégialité, on parle que de médecins. Est-ce que c'est une question que de médecins? Vous savez, moi, dans mon service, j'apprends plus de choses par ce qui se passe entre un malade et mon infirmière que ce qui se passe entre un malade et moi. On ne parle pas de l'entourage. On ne parle pas de l'accompagnement des équipes qui pratiquent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous défendez quelque chose que je comprends, mais honnêtement, il faut que, si on va vraiment vers ça, qu'il y ait vraiment quelque chose qui tienne compte de tous ces éléments que je viens de donner. Et franchement, je ne les ai pas retrouvés dans la loi et j'avais l'impression que c'était une loi pour laquelle vous vous tiriez une balle dans le pied. Elle était trop technique. J'avais presque l'impression que vous vouliez qu'elle ne passe pas. Vous voyez à quel point c'est un peu… Donc, aujourd'hui, il faut impérativement, si on va vers ça, qu'il y ait quelque chose qui soit plus ouvert, ça n'appartient pas qu'aux médecins. Non, vous devriez lire les attendus des débats. Tout ça a été discuté, bien évidemment, et personne plus que ces députés n'était attentif aux préoccupations, qu'elles soient des autres soignants ou des familles, etc. Mais la loi elle-même, hein, c'est un texte de loi, là, ce n'est pas un texte de philosophie. La loi elle-même doit dire à qui on donne la responsabilité. Et de notre point de vue, la responsabilité doit être à quelqu'un qui peut l'assumer sans être dépendante de quiconque. Nous allons sortir de cette situation actuelle où quelquefois des infirmiers s'autorisent à décider cela ou sont missionnés par leur chef de service pour le faire. C'est inadmissible. Si un médecin le décide, à lui de le faire. Ce n'est pas un geste, vous comprenez que quelqu'un, ou un interne, quelqu'un qui est soumis à une hiérarchie, ne peut pas être libre de refuser. Et donc, c'est inadmissible. C'est la raison pour laquelle nous demandons à ce que ce soit des médecins qualifiés, seniors, spécialistes, et pas que ça soit laissé. Par contre, toute la discussion, toute la préparation, tout le reste, évidemment, implique tout le monde, ne serait-ce d'ailleurs pour s'assurer que la personne n'a subi aucune pression de quelque nature que ce soit, ni dans son entourage, ni dans quelque autre environnement. Donc, évidemment, c'est une des choses tout à fait importantes, mais un texte de loi n'est pas là pour écrire la philosophie qui est autour. Les décrets peuvent à la rigueur y faire allusion, mais dans le texte de loi, on doit dire qui a la responsabilité. J'ajouterais d'ailleurs que si on privilégie l'aide active à mourir sur le suicide assisté, c'est justement pour cela. C'est pour que la responsabilité soit portée par le corps médical apte à définir si vraiment cette personne est en impasse thérapeutique, alors que vous le savez vous-même, quand un suicide, qu'il soit ou non assisté, se réalise, ça a tendance des fois à donner une culpabilisation chez les proches, se demandant comment ils ne sont pas arrivés à dissuader la personne. Donc c'est une vraie responsabilité, c'est une question de responsabilité, et la responsabilité médicale doit être appliquée par des médecins seniors.
Je partage complètement, mais il y a manière et manière de poser cette responsabilité. Vous savez, on a des patients, des fois des familles nous disent, mais vous ne pouvez pas le laisser souffrir comme ça. Moi, j'ai honte de venir vous dire que je voudrais qu'il meure. Je dis, mais c'est une preuve de confiance que vous venez me dire ça. Je l'entends complètement et je le comprends. Quand mon équipe vient me parler du suivi d'un patient, je partage avec eux. C'est pas pareil de dire ça et de dire que, in fine, la responsabilité revient au médecin. Mais elle revient au médecin après avoir écouté toutes ces parties-là. Tandis que la manière dont la loi est présentée, on a l'impression qu'il n'y a que le médecin qui est capable de comprendre et de décider. Le médecin n'est pas forcément capable. Au contraire, cette loi la responsabilité du geste. Enlève le seul choix au médecin. Capacité de compréhension. Jean-Marc et Jean-Louis, je pense qu'on va devoir malheureusement s'arrêter. Un des avantages de l'espace éthique de Normandie, c'est qu'il vous aura fait vous rencontrer, si j'ai bien compris, et qu'il va permettre ainsi que vous puissiez continuer à échanger. Juste pour donner aussi un petit point d'orgue, je vais peut-être donner la parole de conclusion à Jacques Le Thuillier pour la Mutualité française, mais je vous rappelle aussi que les espaces éthiques ont des missions d'observatoire, et Jean-Louis Touraine le sait. Tout ce qu'on vous avait dit, finalement, est à la croisée des attentes des citoyens. Je crois qu'il faut quand même aujourd'hui en prendre conscience. Moi, je suis assez d'accord avec l'idée que ce serait dommage que le débat s'arrête et qu'il n'y ait pas au moins une proposition, un projet de loi qui permette qu'il y ait un nouveau débat qui s'ouvre à l'aune de la prochaine mandature, parce qu'il y a une très forte atteinte des citoyens. Il ne m'appartient pas de dire quel sera le contenu d'un texte final, hein, je sortirai de mon rôle, mais par contre dire que faire taire ce débat pendant une mandature supplémentaire serait délétère, parce qu'on a fait des ateliers citoyens sur mourir à domicile, et beaucoup de gens ont des attentes. On fait des travaux avec les étudiants en santé, et il faut l'entendre, il y a beaucoup d'attentes. Et je disais, ce qui est rassurant, c'est qu'aujourd'hui, la culture de la médecine palliative, c'est plus le seul apanage, on est bien d'accord, de vous-même, Jean-Marc, ou de gens de votre discipline comme Cyril Guillaumet, c'est l'apanage de tous les médecins. Donc ça aussi, il y a une attente, vous le savez bien, en cardiologie, en neurologie, enfin de la pédiatrie, c'est-à-dire qu'il y a une forte attente. Et du coup, juste pour aussi être dans notre rôle, moi, je trouve que des débats comme on a eu ce soir, s'ils étaient portés effectivement plus à fond dans le grand public, permettraient peut-être d'aller vers une loi. Moi, il ne m'apparaît pas de critiquer le texte de Jean-Louis Touraine, mais une loi qui serait peut-être plus respectueuse de chacun. Moi, j'ai évoqué les patients. Je suis très étonné dans les textes de loi, à titre personnel, de le faible cas qui est fait effectivement de la prise en compte de la parole des proches, par exemple, parce qu'il y a un vrai sujet. Et dans les régulations et dans l'autonomie de la décision du patient, en particulier en perte d'autonomie, je trouve qu'on mériterait de traiter ce sujet-là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sort de la crise Covid. Et vous savez peut-être pas, je coordonne avec Jean-François Delfrécy le retour d'expérience des décès en EHPAD, par exemple. Et c'est vrai que là, on parle de choses très novatrices sur la question du droit à mourir, mais il y a encore des choses basiques qui ont été négligées dans les prises de décision. C'est comment les proches sont intégrés, comment la personne a été respectée dans ses volontés intimes. Et dernière chose, comment les EHPAD ont été totalement délaissés de compétences en médecine palliative. Donc, il est aussi de notre devoir d'observateur de dire oui, le débat que porte Jean-Louis Touraine est certainement un débat de progrès sur lequel il faudra aboutir, mais de dire attention, attention, n'oublions pas qu'aujourd'hui, en l'état actuel de la loi, il y a encore d'énormes carences territoriales qui font que les citoyens pourraient rapidement ne pas comprendre qu'on fasse un débat d'élite alors que les besoins du quotidien ne sont pas honorés. Ça, je trouve que c'est un vrai débat politique aujourd'hui qu'il faudra porter. Alors, je ne sais pas si Jacques Le Thuillier veut dire un petit mot de conclusion, mais je remercie encore nos partenaires. Alors, on a eu jusqu'à 120 ou 130 participants, ce qui est pas mal. Alors là, ça baisse parce que les gens commencent à avoir faim ou à prendre l'apéro. Donc, Jacques, je vous cède la parole pour la conclusion. Bien, moi, je suis très satisfait des échanges auxquels on vient d'assister, mais aussi les échanges qui ont eu lieu par écrit dans les contributions. En mutualité, on souhaite que les personnes deviennent acteurs de leur santé. Tout le monde sera confronté à sa fin de vie. Effectivement, que chacun puisse choisir sa fin de vie est extrêmement important. C'est ce que l'on entend aussi couramment. Après, il faut que le débat puisse se mettre à un niveau suffisamment clair et posé pour que ce débat soit suffisamment argumenté et que la loi soit en correspondance avec les attentes des citoyens. Et pour que les échanges continuent, je crois que Grégoire, vous proposez des ateliers aussi pour que justement ceux qui se sentent investis sur la thématique, qui souhaitent contribuer, puissent apporter des éléments.
Et d'ailleurs, enfin, je ne lance pas l'invitation officiellement, et peut-être que quand on fera notre conférence de restitution, peut-être que M. Laplana et Jean-Louis Touraine pourront être invités à nouveau pour voir la conclusion des ateliers citoyens par rapport au débat qu'ils ont accepté de lancer aujourd'hui avec nous. Hein. Ça pourrait être voilà, une boucle vertueuse du débat public. Hein. En tout cas, je crois que… Ces débats nous servent à évoluer chacun à notre place. Non, mais, alors franchement, je vous remercie parce que je pense que c'est un des beaux débats que l'Espace Éthique a organisé ces dernières années. Il sera disponible en ligne. J'ai oublié de vous le demander en avant si vous acceptiez tous les deux que l'enregistrement soit disponible sur notre site internet. Mais comme il est de haute tenue, je pense qu'il participera à l'éveil collectif de tous. En tout cas, un grand merci, monsieur le député, parce qu'il faut être solennel à la fin d'une allocution. Et puis, voilà, monsieur le directeur et monsieur l'élu de Gardanne, on vous remercie également. Et puis, à une prochaine fois, j'espère. Volontiers. Bonne soirée. Au revoir. Merci et à bientôt. Merci.